Bonjour Aftuitou. Shalom Ouvracha. Aujourd'hui, émission très spéciale sur les manipulateurs pervers narcissiques. Ok. Ok. Et c'est un sujet qui a été énormément demandé par vos auditeurs. Et en fait, moi, je voulais faire une petite introduction. Ça fait maintenant 8 mois, à peu près 9 mois que je partage le bureau avec vous. Et je vois tous les jours, plusieurs fois par jour, des couples, des adolescents, des personnes célibataires. Parfois, il y a des psychologues, des psychiatres qui viennent pour leurs patients. Et tous ces gens-là, ils viennent dans votre bureau pour que vous les aidiez à traiter ou que vous les aidiez dans leur vie, sur le shlom bayit, mais sur des problèmes des fois psychologiques, des fois voire psychiatriques. Et en fait, je voulais savoir quelle était la compatibilité avec la Torah. En quoi c'est votre rôle de traiter aussi ce genre de choses qui ne sont pas apparemment, on va dire de manière extérieure, de la Torah, de la halacha. Voilà, merci Rav de répondre à cette question déjà. Ok, donc on va essayer de répondre brièvement avec deux réponses qui, qui doivent respecter cette question-là. La première, c'est que malheureusement, je pense que 2000 ans d'histoire ont assimilé notre judaïsme à devenir une religion sectaire qui se vit qu'à travers des livres et qui, à l'opposé de ce que voulait Hachem, la Torah se vit partout. Elle se vit à travers la médecine, elle se vit à travers la philosophie, elle se vit à travers le travail. Quand on regarde les 4 compartiments des lois juives, eh bien, il n'y a pas que ceux qui sont reliés à l'étude de la Torah. Il y a aussi les lois civiques, il y a les lois éducatives, les dîners mamonot, par exemple, les conflits financiers, la Torah est partout. À Forbad et Kulaba, comme le dit la Mishnah dans Masechet Avot, toute la vie se trouve dans la Torah, là où elle se trouve. Donc il n'y a pas lieu de s'étonner, comme on a pu le constater à travers toutes les visites qu'on a vues chez les grands d'Israël, comme le Rabbi Lubavitch, le Rav Ovadia Yosef, qu'on venait voir pour lui demander, le Rav Mordechai Eliyahu, comment, par exemple, nous préparer à une attaque. De quel côté attaquer? On était venu voir Baba Meir, Alav Shalom, le fils de Baba Saleh à Beersheba, pour lui demander comment on devait faire pour sauver une personne qui était prise en otage en Angleterre, c'est dans sa biographie. Par où il devait rentrer? Il leur dit, vous devez rentrer uniquement par la petite lucarne. Là-bas, ils n'ont pas mis de piège. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, le commissaire de Scotland Yard était venu personnellement en Israël rencontrer Baba Meir pour lui demander quel rapport y avait-il avec la Torah. Et Baba Meir lui a répondu la réponse que je lui donne. Il lui dit, mais dans la Torah, il y a tout. Il y a toutes les clairvoyances. Et c'est important, je pense, de prodiguer ce Kiddush Hashem et de faire comprendre qu'un rave, ce n'est pas un prêtre qui est dans son univers fermé, où il n'y a que du spirituel. La Torah nous a été donnée pour être vécue à travers la société et régler les problèmes de toute la société. Non pas comme ils ont voulu faire en France avec Richelieu, de séparer l'État de la religion. Il faut vraiment être je parle pour les Juifs, il faudrait être complètement assimilé pour arriver à ce genre de raisonnement. C'est pour ça que les plus grands gdolim, comme le Rav Shach, le Rav Ovadia Yosef, qui connaissaient tout ce que nous, on ne sait pas en Torah, ont été des leaders politiques, alors que c'était aussi les summums de notre Torah. Le Rabbi Lubavitch était complètement mêlé à la politique israélienne. Mais Yehudi, vérifiez les Teudat Zehut, disait le Rabbi Lubavitch. On a envie de lui dire, mais reste dans tes livres, parle de Chassidut. Non. Pour celui qui a compris ce que voulait dire la Torah, alors il doit être présent sur tous les paliers. La deuxième chose qui me fait un peu rire, mais je te dis avant, les halachot, les hagadot, le parasha de la semaine. Tu sais, Lionel, dans la vie, il y a ce qu'on appelle un pneumologue, un cardiologue, un neurologue. Il y a des spécialités dans tous les domaines. Et ça s'appelle les professeurs. Et puis, les professeurs demandent beaucoup d'années d'études. Puis, il y en a d'autres qui vont faire juste 7 ans d'études pour devenir des médecins généralistes, qui s'appelle en réalité le bas de l'échelle au niveau médical. À partir du moment où tu es médecin généraliste, c'est pas dénigrable, mais c'est le premier palier. Ensuite, on devient spécialisé dans un domaine. Moi, je ne fais pas partie des grands rabbinim. Je ne suis pas un professeur. Je ne suis pas cardiologue, ni neurologue, ni pneumologue, ni autre. Je suis un petit généraliste, un médecin généraliste. Et donc, le mot explique le pourquoi de ce que je fais. Généraliste, c'est une généralité. Donc, je suis présent un peu sur tous les paliers, mais pas comme un professeur, comme un petit généraliste.
Donc on va passer aux questions parce qu'on a reçu à peu près 300 questions à travers les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube, sur le WhatsApp officiel du Rav aussi. On a reçu énormément de questions. Et donc avec tout le respect que je vous dois, je vous demande d'être très concis dans les réponses. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Parce qu'il y a beaucoup de questions et qu'on puisse vraiment essayer de traverser toutes les questions de tout le monde. Comment on en arrive au pervers narcissique à travers la Torah? Alors, vous dites qu'il y a tout dans la Torah, mais ok, alors donnez-moi un exemple du pervers narcissique. Ok, alors d'abord et avant tout, si vous revenez sur la paracha de Bechukotai et la paracha de Kitavo, donc on est dans le livre de Vaïkra, de Lévitique, et puis on est dans le livre du Deutéronome, Devarim. Et là-bas, hein, vous allez voir que dans ces deux parachutes, ceci étant, si on fait une psychanalyse de l'enseignement qui nous est donné par la Torah, vous avez toutes les pathologies qui sont marquées. Vous devenez un fou, vous aurez du trouble du comportement, vous ne croirez plus au lendemain, vous vivrez dans le désespoir. Et il y a énormément de détails qui sont donnés dans la Torah qu'on n'ose pas lire parce que ça fait très peur. Et on nous parle ici des pathologies. Maintenant, si on parle du manipulateur pervers narcissique, qui jusqu'en 1986 s'appelait le sociopathe, qui existe toujours aujourd'hui. C'est Paul-Claude Racanier qui a donné ce nom à travers une psychanalyse très approfondie du comportement anormal de ce personnage on ne peut plus marginal depuis 1986. Donc si dans le domaine psychologique depuis 1986 on lui a donné uniquement ce nom, on peut comprendre que la Torah ne te marque pas. Et voici que lui était un manipulateur pervers narcissique. Seulement, quand on connaît les 25 signes flagrants qu'on peut déceler chez un manipulateur pervers narcissique et qu'on étudie profondément les textes de la Torah, on va rester uniquement dans la Torah, même pas dans la Bible, qui est composée de 24 livres. On va rester uniquement dans les 5 livres de la Torah. Eh bien, quand on lit les midrashim, les explications comportementales des acteurs de la Bible, eh bien, on y retrouve carrément tous les points du manipulateur pervers narcissique. Je vous donne un petit exemple rapide. Okay. Prenons le serpent. Regardez ce que dit le Zohar sur le serpent. Regardez ce qu'écrivent nos Chachamim sur le comportement du serpent. Le déni, envieux, manipulateur. Il a manipulé Ève. Il voulait la première place. Il aime le luxe. Il voulait le pouvoir. On y retrouve langue perfide, inventeur, mythomane. Tout est dedans. Si j'avance, on a Caïn. Regardez les Midrashim. Un des plus extraordinaires personnages manipulateurs pervers narcissiques, où la Torah elle-même le dit. Il chassait même Dieu. Ça veut dire qu'il était même capable de pouvoir jouer avec Dieu, comme l'a fait Caïn. Est-ce que je suis le gardien de mon frère et tu viens de le tuer? Comment tu peux vivre dans un tel déni? 50% de l'humanité a été pervers narcissique. Non. Non. Quand il n'y avait que Caïn et Abel. Je t'ai demandé des noms, je t'en donne. Nimrod est un personnage où tout le détermine comme étant un manipulateur pervers narcissique. Tu veux la vanne? N'est-ce pas marqué dans la Torah elle-même? Tu n'as pas cessé de m'arnaquer, tu m'as manipulé, tu m'as trompé, tu n'as pas cessé de mentir. Et les filles n'ont-elles pas dit à Yaakov, à Jacob, mais bien sûr que nous partons d'ici. Notre Père n'a pas hésité à nous vendre. Il n'a pas de sentiment, il n'a pas d'empathie. Tu veux qu'on parle de Bilham, qui vit dans le déni le plus total, Yodéa Da'at Hashem? Quand on regarde nos commentateurs, et pour Korach, Datan Aviram, quand tu regardes bien, non pas ce que la première compréhension de la Bible nous donne, mais les commentaires de nos sages, il y a 1000 ans en arrière, il y a 2000 ans en arrière, déjà à l'époque du Talmud, sur la situation comportementale de ces individus, eh bien, on y décèlera très facilement les signes du manipulateur pervers narcissique. Alors la Torah ne te dit pas MPN, non, elle ne va pas te dire, elle n'a pas de temps à perdre avec, elle ne va pas te parler non plus du bipolaire, du schizophrène, du borderline ou du trouble du comportement de façon générale, non. Mais la Torah nous indique par contre que ces choses-là existent et que qui plus est qu'elles ont des mises en garde qu'on verra Bezrat Hashem au fur et à mesure de ces questions que je ne connais pas spécialement. D'accord. Mais j'imagine de quoi. Je pense que la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Alors, ne vous inquiétez pas, on va passer sur toutes les questions, quasiment. Mais qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Est-ce que c'est une nouvelle maladie? Est-ce qu'on le devient?
Je veux savoir c'est quoi le... Bah alors, un manipulateur pervers narcissique, je l'ai traduit dans mon livre en une phrase qui résume tout. C'est un démon au visage d'ange. Alors, le problème, c'est quoi un démon? Un démon, c'est dépourvu d'empathie, c'est manipulateur, ça fait vivre dans l'illusion, ça déstabilise complètement, ça fait peur, mais ça fait passer pour un ange. Un manipulateur pervers narcissique est une personne qui comprend beaucoup de troubles du comportement. C'est quelqu'un qui est empreint d'un manque d'identité, de personnalité, à un tel point qu'il va devenir acteur de tous les rôles et d'aucun rôle. Il devient automatiquement, je dirais, autodidacte de tout comportement, parce que lui n'existe pas de par lui-même, dû à une anomalie, malheureusement un problème d'éducation qui va démarrer à partir de 7, 8 ou 9 ans, où malheureusement une carapace extrêmement épaisse va se former sur son cœur à anéantir et annihiler définitivement les sentiments. Donc c'est dépourvu de tout sentiment, c'est dépourvu de toute compassion, c'est dépourvu de toute analyse, même analyse de l'autre pour le bien de l'autre. Analyse de lui pour lui-même, oui. C'est quelqu'un d'extrêmement égocentrique qui ne vit. Donc il est narcissique, il est manipulateur. C'est quelqu'un qui vit dans... Je vous fais une liste rapide si vous en avez envie. C'est quelqu'un qui vit dans le jeu de la séduction. C'est un hors-pair dans ce domaine-là. C'est quelqu'un qui est manipulateur, qui ment du matin au soir à l'extrême. C'est quelqu'un de mythomane qui s'invente des vies, qui s'invente des rôles, qui s'invente... je donne un exemple qui va peut-être te faire rire. Imagine que vous ayez un PN qui vient aider son copain, s'il en a un, enfin on va dire comme ça, une connaissance, à réparer un moteur. Il sort dehors, 3 jours plus tard, j'ai été mécanicien. Ce sont des gens qui s'inventent des vies, qui s'inventent des rôles, qui s'inventent des... tellement ils sont nuls, tellement ils sont loin de la réalité, parce que la réalité leur fait peur. Le face à eux-mêmes est tellement douloureux pour eux qu'ils vont le détruire. Et donc, ils vont le transmettre, parce qu'ils ne peuvent pas l'ignorer. Il est là, chez l'autre. L'autre, c'est la victime dont on parlera certainement dans tes questions tout à l'heure. Ce sont quelqu'un donc qui vivent dans le mensonge, qui vivent chez Mishmor Virachem, toujours dans le domaine du reproche. Tout le monde est pourri, tout le monde est mauvais, il n'y a que lui qui est bon. Tout le monde doit s'excuser, il n'y a que lui qui doit recevoir s'il le veut bien, parce que c'est toujours un pas fait de sa part exigera énormément de soumission de la part de l'autre. Ça va loin. D'après ce que vous dites, vu comment vous le décrivez, on devrait très facilement déceler qui est pervers narcissique ou qui ne l'est pas dans la société. En fait, je voudrais juste finir un peu la liste, et après je répondrai à cela pour donner un peu plus d'informations qui nous éviteront peut-être des questions pour la suite. Donc ce sont aussi des gens qui ont des stratégies qui sont répétitives, et c'est ce qu'il y a de plus choquant chez un pervers narcissique que j'ai pu constater en 20 ans d'études sur eux, c'est que qu'ils soient juifs ou pas, de n'importe quel pays au monde, ce qu'il y a de plus flagrant, c'est qu'ils répètent les mêmes scènes, les mêmes mots, avec le plus de victimes possible, s'ils en ont, au fur et à mesure de leur avancée. C'est une stratégie qui se répète constamment. Ça veut dire qu'on peut très facilement définir qu'a répondu un pervers narcissique, plus ou moins à une scène de ménage qui va avoir lieu. Alors, pas chez lui, hein. Chez tous les pervers narcissiques, ce sera plus ou moins la même direction. Peut-être pas les mêmes mots, peut-être pas la même forme, mais c'est la même direction. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez effroyable, parce que ça définit en fin de compte une espèce de maladie téléguidée. Donc oui, le pervers narcissique est un homme qui est malade. Le problème, c'est que c'est un homme qui est malade et qui renferme une impossibilité de se soigner, parce qu'il vit dans le déni. Il vit dans l'impossibilité de reconnaître pour lui-même qu'il a tort. Il ne peut pas avoir tort. Parce que même s'il s'est énervé, c'est de ta faute. C'est toi qui as provoqué. Donc voilà, il a toutes ces stratégies, déstabiliser sa victime. La phrase la plus connue, c'est bien entendu isoler et diviser pour mieux régner. Tout le monde le comprendra facilement. Ça veut dire qu'il va créer des isamies avec beaucoup de finesse d'esprit, en faisant de l'un et de l'autre son ami, puis en parlant de l'un à l'autre du mal, de telle façon à ce que l'autre se détache de son frère, par exemple, pour mieux régner au centre et faire une pseudo-paix, en fin de compte, se rendre indispensable au sein de la famille, jusqu'au jour où il commence à être dévoilé, et là, à ce moment-là, il jette la bombe atomique. Il va totalement isoler sa victime de tout le monde, avec des arguments qu'il va lui-même provoquer. Je donne un exemple, le dernier exemple que j'ai eu en rendez-vous.
où j'ai expliqué au couple qu'en général, quand tu as un pervers ou une perverse, parce que ça existe aussi, même si c'est moins important au On niveau en parlera parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. voilà, donc en général, par exemple, quand ils ont isolé le fils, alors ils vont dire au bout d'un moment, bon écoute, je te vois trop malheureux, je vais appeler tes parents, on va les inviter au restaurant pour faire la paix. Et donc le fils est très heureux, et à ce moment-là, ils viennent avec quelque chose d'effroyable comme idée, parce que c'est démoniaque. En réalité, ils viennent à ce rendez-vous pour détruire encore plus la relation et avoir l'argument de dire au fils, eh bien tu vois, j'aurais donné une dernière chance. Tu as vu que c'est moi qui ai appelé, c'est moi qui ai voulu la paix, regarde comment ils se sont comportés. C'est très machiavélique, c'est très satanique. Je pense qu'il n'y a même pas de mots pour les déterminer. Ce sont des gens qui aiment le luxe, qui aiment l'argent, qui aiment les photos avec les personnalités pour montrer qu'ils existent encore plus. Ce sont des gens, comme on l'a dit tout à l'heure, donc ils ne se remettent jamais en question. Ce sont des gens qui demandent à tout le monde de s'arranger, mais qui ne s'arrangent jamais eux-mêmes. Ils n'ont jamais tort. Et ils vont beaucoup plus loin. Il y a tellement de choses à dire que ça prendrait du temps de tout définir. Il y a beaucoup de points qui déterminent un manipulateur pervers narcissique. D'accord. J'avais une question tout à l'heure, mais en fin de compte, ça m'a poussé à poser une autre question. Vous dites que c'est un démon, on peut dire que c'est un démon au visage d'ange. On devient, un démon, il est démon. Il a été créé comme ça. Donc, dès la naissance, un pervers narcissique n'est pervers narcissique. Absolument pas. Alors, il y a des maladies qui sont héréditaires. Par exemple, si on prend le cas de la bipolarité ou du schizophrène, ok, en général, les thérapeutes ou les psychiatres demandent s'il y a des antécédents. Parce qu'à 20%, ils peuvent transmettre à leur enfant leur maladie et leur pathologie. La transmission d'un manipulateur réel pervers narcissique ne se transmet pas par le sang, mais par l'éducation. Et on peut rendre une personne normale manipulateur pervers narcissique. Alors, chez les enfants, plus l'enfant est jeune et plus c'est facile, plus il prend de l'âge et donc on peut le rendre manipulateur ou narcissique ou le mettre un petit peu de son côté, mais on ne pourra pas le rendre dans l'absolu par sa maturité manipulateur pervers narcissique parce qu'il n'est pas comme une cassette vierge qui peut tout enregistrer. Mais quand il est enfant, c'est facile. Et ça s'opère avec deux façons qui sont vraiment à l'extrême. Ou faire de son enfant l'enfant Dieu, l'enfant roi. Tout ce qu'il dit doit être fait au doigt et à l'œil. Ça veut dire qu'on va lui donner toute l'éducation qui lui fait comprendre que le monde a été créé que pour lui, que tout le monde est là que pour lui. Ce qui fait que la normalité de son éducation ne tournera qu'autour de son narcissisme. Ensuite, il va comprendre, par l'éducation qu'il va avoir, que, bon écoute, tu ne dis pas comme ça, tu vas mentir, tu vas dire ça et ça. Son éducation est une normalisation du comportement anormal pour la société qui pour lui se vit de façon absolument légitime. C'est l'enfant qui aura tout eu. L'enfant gâté à l'extrême, l'enfant qu'on va renfermer dans un contexte où si tu ne me donnes pas, c'est que tu es un ennemi. C'est la première option. Celle qui va beaucoup plus loin que celle-ci, c'est l'enfant qui est né mais qui n'aurait jamais dû naître. Je regrette de t'avoir mis au monde, jamais au rendez-vous, par exemple, scolaire. Il montre un beau dessin, on le met directement à la poubelle, on lui montre qu'il n'a aucune importance pour personne. Il est non seulement, je dirais, la famille Thénardier, un petit peu... Donc les deux extrêmes en fait. Ce sont deux extrêmes qui vont carapacer les sentiments de l'enfant et qui vont lui faire réaliser une chose, ce que vont vouloir transmettre le père ou la mère pervers narcissique à l'enfant, ne compte que sur toi. Tu ne trouveras ton bonheur qu'à travers ta personnalité. Ce que tu es. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de personnalité. Ceux qui vont leur faire toute leur vie jouer, comme on le disait tout à l'heure, à des rôles. Des rôles à prendre dans lesquels ils vont jouer au parfait caméléon, à réaliser des scènes vraiment sans répétition. Moi, je dis toujours que les meilleurs acteurs au monde, c'est les vrais pervers narcissiques qui peuvent en un seul instant passer des larmes dramatiques, rendre une situation chaotique, à la rendre merveilleuse. Ils savent sourire, éclater des rires, ils sont très extravagants pour exister dans la société, avec une espèce de plastification au niveau du visage. Très bizarrement, un peu leur calotte si grasse a un signe, c'est que tout est statique chez eux, parce que comme rien n'est vrai, rien n'est réellement eux, parce qu'il n'y a pas d'eux, c'est des rôles. Donc c'est marrant. tout est plastifié, tout est robotisé pour transmettre à l'autre les données que eux ont besoin de transmettre, parce qu'ils sont constamment comme des radars, comme des phares, comme ça, essayer d'observer une seule chose qui les intéresse. Quels sont les points faibles de leurs victimes? Comment je peux les atteindre si demain ils bougent une oreille? Comment je peux les déstabiliser en me jouant du chantage affectif, dont on parlera certainement tout à l'heure, ou pire encore du harcèlement moral, qui est leur spécialité. Et
Ok. Après, d'un autre côté, vous avez dit que quand on donne tout à un enfant, c'est, ça peut créer des manipulateurs pervers narcissiques. Il y a beaucoup de cas. Déjà, par exemple, j'avais déjà toujours entendu que jusqu'à l'âge de 3 ans, un enfant, il faut lui donner un maximum de confiance en soi en lui disant t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus gentil. D'un autre côté, il y a la Mishnah qui dit que le monde a été créé pour toi. Je sais pas si c'est une Mishnah. Que le monde a été créé pour toi. D'accord. Donc, l'enseigner à son enfant, c'est beau aussi. Lui dire que le monde a été créé pour toi. Mais je suis obligé d'arrêter ici parce que de dire ça, le monde a été créé pour toi, c'est pas ce que veut dire la Gemara. La Gemara veut dire que tu es responsable du monde. Ça veut dire que tu es venu pour améliorer le monde et pas le détruire. Donc déjà, c'est important que les auditeurs l'entendent. Quand la Gemara dit, c'est comme si un père dirait à son fils aîné, écoute, je te laisse toute la maison, tu en es le responsable. Ça veut dire que tu en es le taulier. Ça veut dire que tu es responsable du monde, que tout reste dans l'ordre. Ce que va créer le pervers narcissique, c'est le désordre. Donc on n'est pas du tout dans la même objectivité de l'enseignement du Talmud, qui est très positif, et là c'est très négatif, voire péjoratif. En ce qui concerne le fait de dire et de donner, bien sûr qu'on doit donner à nos enfants. On doit gâter nos enfants, on doit leur donner de l'amour. Là, on parle de faire l'enfant roi, l'enfant Dieu. Ça n'a rien à voir, on est dans l'extrême. D'accord, mais alors, Et puis n'oublie pas un détail, il y a une façon de donner. il y a beaucoup de mères. J'aurais voulu que tu me dises pourquoi. Excuse-moi de t'interrompre. Il y a une façon de donner. Il y a je donne parce que je t'aime, et il y a je donne parce que c'est un dû que tu reçois. L'éducation ratée qui va mener l'enfant au pervers narcissique, c'est de lui donner les choses comme étant un dû. Tu ne réponds pas comme ça à mon fils. Mon fils, il a ce qu'il veut, il prend ce qu'il veut, il se sert où il veut. C'est complètement différent. Donc c'est important de définir cette parenthèse. D'accord. Il y a beaucoup, en général, quand il y a un papa et une maman, alors il y a, on va dire, cette part des choses qui est faite. Alors, que ce soit dans les deux extrêmes. C'est-à-dire que soit il y a le côté, premier extrême, c'est l'enfant, il a tout. Ok. Ça peut beaucoup arriver dans des personnes, dans des familles monoparentales où la mère, elle élève tout seule, que ce soit à cause parce qu'elle est veuve ou parce qu'elle est divorcée, elle élève tout seule. J'ai répondu à cette question, encore une fois. Même une mère monoparentale veut le meilleur pour son enfant. Ce n'est pas ce que l'on donne à l'enfant qui va définir si on va en faire oui ou non un pervers narcissique. C'est l'intention et la forme de donner qui peut le faire. Donc une maman monoparentale qui vit déjà dans une situation assez précaire et qui veut donner à son enfant qu'elle aime et qu'elle chérit le meilleur de son éducation et être le plus présent pour lui et d'éviter de lui refuser tout ce qu'elle pourra lui offrir, bah, c'est tout à fait normal. C'est pas ce qui va faire de lui un manipulateur pervers narcissique. Puisqu'on a parlé du dû et de l'amour. Une différence de donner par amour à un enfant et de lui donner parce que mon fils ce sera un roi. Et ça, c'est une très grave erreur que le Talmud définit comme étant marbe ahava sofa baïta. C'est-à-dire que trop donner d'amour à un enfant sans lui donner des règles, c'est le perdre. Et c'est exactement ce qu'on fait. On envoie notre enfant dans le néant, il n'est même pas vacciné à la limite pour se confronter aux difficultés de la vie. Et c'est exactement ce que va faire le pervers narcissique. Il ne supporte pas le moindre obstacle sur son chemin. Tu ne peux pas me dire non quand je dis quelque chose. Je suis Dieu. Quand je demande quelque chose, ce n'est pas négociable. Je vais te faire plaisir et si je te réponds, tu m'as déjà fâché pour une prochaine manipulation. C'est très machiavélique. C'est ça dont on parle. Donc, je pense que c'est clair. Grâce à cette réponse, on va pouvoir parler des victimes. Parce que, du coup, dans un couple, il n'y a forcément qu'un seul pervers narcissique. Parce que les deux, ils ne peuvent pas l'être l'un avec l'autre. Absolument. Le pervers narcissique a besoin même d'une victime, donc on ne peut pas poser une couronne sur deux têtes. D'accord. Donc, comment ça se fait qu'un enfant peut devenir pervers narcissique? Parce que l'autre parent, qui ne l'est pas, qui va lui, soit lui donner de l'amour quand il n'en reçoit pas par l'un, ou soit lui donner de la rigueur quand il reçoit qu'il est devenu enfant roi par l'autre. Alors, ça c'est une très très bonne question, parce que le parent pervers narcissique va se focaliser sur l'enfant le plus fragile, le plus faible. Vous savez, quand un fauve, un prédateur, cherche dans un troupeau, sans aucune comparaison avec nos enfants, un animal à chasser, lequel il regarde? Celui qui est le plus fatigué, celui qui est le plus fragile ou celui qui est le plus faible, celui qui est le plus blessé. Et c'est en général sur lui que va se focaliser le pervers narcissique. Il va choisir l'enfant parce qu'il sait que les autres sont déjà plus ou moins indépendants, trop intelligents, qu'ils ont compris déjà le manège dans lequel ils vivaient, puis qu'ils en ont marre de ces conflits journaliers à la maison entre leurs parents. Donc ils font une sélection. C'est pour cela que les statistiques ont prouvé qu'en général, par exemple, sur 5 enfants, on peut en trouver un qui va devenir l'héritier, malheureusement, de passer de victime à prédateur. C'est-à-dire qu'il va être victime de cette mauvaise éducation, de cette mauvaise rencontre, quelque part, avec son propre parent,
qui va d'ailleurs beaucoup se servir, on en parlera peut-être plus tard, mais en tout cas, de la moralité, du respect, de la hiérarchie, alors que lui ne respecte pas du tout. Au contraire, il s'en joue et il va se focaliser sur un ou deux enfants au grand maximum et ensuite les séparer pour le faire grandir. De toute façon, toi, tu es le meilleur. Papa ou maman, le pervers, dira « Je serai là toujours pour toi, à toi, je t'achète un cadeau. » Et se détacher et le détacher en même temps des autres parce que tu es dans mon camp. Et c'est là que commence tout le travail, une fois de plus satanique, du manipulateur pervers narcissique qui en réalité n'a aucune compassion parce qu'une des règles et des signes que l'on connaît du manipulateur pervers narcissique, c'est qu'il n'est pas capable d'aimer. C'est pas qu'il ne veut pas aimer, hein, il n'en est pas capable. Il n'y a pas de sentiment, si ce n'est qu'à l'intérieur de son intérieur, qu'on appelle le magma au niveau de la Terre, c'est que la seule personne qu'il aime au monde, la seule personne qu'il aime au monde, c'est lui-même. C'est quelqu'un qui passe en psychologie de l'extrême complexe d'infériorité de sa réalité et qui va l'exprimer par une extrême complexe de supériorité pour exister. D'accord. Est-ce qu'on peut être pervers narcissique si aucun des deux parents est pervers narcissique? Ça se passe que dans l'éducation? Que l'héréditaire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont posé la question, énormément de questions. Est-ce qu'un enfant ou un adolescent peut être pervers narcissique? Donc est-ce que ça se développe par la suite? Mais est-ce que s'il n'y a pas de parents pervers narcissiques, ben, il ne le deviendra jamais? Alors oui, il peut y avoir aussi des dérèglements. Ça veut dire que on avait expliqué au début qu'il y a ce qu'on appelle le sociopathe. Un sociopathe et un pervers narcissique, c'est pratiquement les mêmes points partout. Il y a juste une petite différence qui doit vraiment être, pas une, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas faire un cours sur le sujet, c'est pas mon rôle comme on disait tout à l'heure, même si on peut en parler, mais le sociopathe peut en arriver au meurtre pour se débarrasser de ceux qui sont un barrage ou un obstacle sur leur chemin, ce qui en général ne figure pas chez le pervers narcissique. Donc il peut y avoir, oui, une espèce de manque d'empathie qu'on peut retrouver chez des gens très dangereux dans leur comportement. C'est comme les psychopathes. Un psychopathe n'est pas un héritier forcé de ses parents. Un psychopathe, c'est quelqu'un qui est extrêmement dangereux dans son comportement et qui ne mesure pas du tout l'ampleur de ses gestes qui peuvent mener très facilement à des catastrophes irréversibles. Donc oui, on peut devenir aussi d'une certaine façon un manipulateur pervers narcissique de par un dérèglement qui peut prendre la direction de cette pathologie très grave. Cette question a été posée beaucoup de fois. Je pense que c'est la suite logique. Ok, on a compris, je pense, qu'est-ce qu'un pervers narcissique, comment on le définit. Mais quel est son but en fait? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il va désigner un enfant par exemple pour le rendre lui aussi pervers narcissique? Qu'est-ce qu'il a à gagner dans tout ça? C'est une excellente question une fois de plus. Celui qui l'a posé vraiment a mis le point sur ce qu'on appelle le bouton rouge. C'est la seule pathologie que l'on connaisse qui n'a aucun raisonnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de but chez le pervers narcissique, si ce n'est que, à l'image du zombie, qui s'il ne mange pas de la chair, s'auto-mange. Et c'est là qu'est tout le problème. C'est d'ailleurs ce qui va déstabiliser le plus la victime, c'est qu'il n'a pas d'alibi. C'est quand on cherche un meurtrier, on pense que c'est lui. On a des preuves, mais ce qui nous manque dans le dossier, c'est l'alibi. Pour quelle raison il l'aurait fait? Et la personne continue à être malgré tout suspicieuse mais innocente, parce qu'on n'a pas d'alibi. Et c'est là toute la force de cette terrible pathologie, c'est qu'il n'a pas de raison d'être méchant. C'est d'ailleurs ce que crient les victimes. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu me veux? Où est le problème? Cherche pas, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce que réellement au fond du manipulateur pervers narcissique se cache comme raisonnement? Le seul qu'on ait pu déterminer chez lui, et c'est terrible à entendre et je m'en excuse, c'est tout simplement que tout son plaisir se trouve dans la souffrance de l'autre. Son seul but, c'est qu'il se nourrit d'une satisfaction de supériorité d'avoir soumis l'autre à la plus terrible des peines, des larmes, du désarroi, du désespoir. Pour ensuite, il y a quand même une suite secrète qui se cache derrière tout ça, devenir, lui, son Dieu. Ça veut dire maintenant, tu es dépendant de moi. Si moi, je n'étais pas là, allez, viens dans mes bras. Viens, je te console. Je vais te sortir. Tu es un chien mis en laisse avec une muselière où quand je dis assis, c'est assis, couché, c'est couché, la papate, c'est la papate. Il a un but de vouloir régner. Voilà ce qu'on retient plus ou moins. Mais il aurait pu tout à fait l'obtenir avec beaucoup plus de gentillesse, de compassion. Non. S'il avait fait tel quel,
c'est qu'automatiquement, il remet son cœur. Et s'il ouvre son cœur, il se remet face à lui-même, la personne qu'il craint le plus de rencontrer. Donc il laisse bien la porte fermée, il casse la serrure, et il s'enferme pour l'éternité à l'intérieur, pour être, en fin de compte, eh bien, celui qui va détruire, pour régner en tant que roi, en tant que Dieu, en tant qu'empereur. On peut le définir comme on veut, mais c'est son seul but. Il se nourrit de la peine des autres. C'est sa nourriture. Un peu l'image des démons d'ailleurs, qui se nourrissent de la peur en général, de l'angoisse, de la tristesse. Ils se nourrissent de ça parce que ça leur donne le pouvoir de faire peur à l'autre. Hein, quand un démon fait peur, il s'en rigole, dit le Talmud. C'est ce qu'on appelle les matzrikim, c'est lorsqu'ils vont faire des cauchemars. Et nous on ne voit pas, mais il s'en rigole. Eh bien lui, si on avait un miroir, quand il se retourne, de la réactivité qu'exprime son visage quand il laisse pleurer sa femme ou son mari qui est complètement perdu, c'est une espèce de sourire à l'image du Joker qui s'inscrit sur son visage ou à l'intérieur de son être qui ne laissera pas paraître parce qu'il vit dans un jeu extraordinaire qu'on appelle la vitrine et la boutique. Sa vitrine est très très camouflée, très belle, très angélique, tandis que l'intérieur est vraiment démoniaque. Et on parlera d'autres sujets, je suppose qu'il... Ouais, vous inquiétez pas, je pense qu'on va, avec tes questions, on va penser à tout. Comment se soigner quand on est pervers narcissique? Comment se soigner quand on est manipulateur pervers narcissique? D'abord, pour sortir d'un trou, il faut vouloir en sortir. Le manipulateur pervers narcissique n'est pas capable de comprendre qu'il a un problème. Il n'est pas capable de comprendre qu'il est le problème. Donc il n'a aucune raison de vouloir se soigner. Je veux dire que tu emmènes voir un manipulateur pervers narcissique chez un psychologue, il va te dire c'est lui qu'il faut soigner, il n'a rien compris. Lui, il ne se remet pas en question. Donc on ne peut pas le soigner par ce premier biais. C'est que lui-même ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait chez un thérapeute. Il ne comprend même pas pourquoi on l'emmène là-bas. Il va y aller pour faire plaisir et acheter encore un argument. Voilà, j'ai été nouvé. Et qu'est-ce qui se passe après? Mais il ne peut pas faire teshuva. Je voudrais te rappeler quelque chose. Tout à l'heure, tu as posé une bonne question. Est-ce que dans la Bible, on voit ce genre de choses? On va faire un jeu, toi et moi. C'est moi qui vais poser des questions. Est-ce que tu es prêt? Non, je suis nul dans ce jeu. Non, mais t'inquiète pas. Je pense que tout le monde pourra y répondre. Est-ce que le serpent a fait teshuva? Est-ce qu'il s'est remis en question et a demandé pardon? Non. Bonne réponse. Est-ce que Nimrod a demandé pardon? Il s'est repenti? Non. Non, fait. Est-ce que la vanne, il a changé? Et il a dit, c'est vrai, j'ai eu tort? Non, je crois pas. Non, nulle part. Bilam? Non plus. Korach? Ah, et Korach, non. Non. Non, il prie sous le... Non, ça c'est les enfants. Ah, c'est les enfants, ok. Ok. Est-ce que Dathan et Abiram ont fait teshuva? Est-ce qu'ils se sont remis en question? Tu vois, c'est un des signes du manipulateur pervers narcissique. Il n'a jamais tort, ne demande jamais pardon, et s'il le demande, c'est une stratégie. Au fond de lui, s'il a été affaibli pour te demander pardon, tu le paieras avec beaucoup plus de larmes. C'est qu'une question de temps par rapport à ces prochains pièges. Donc, pour répondre à ta question brièvement, il n'existe pas de thérapie, contrairement par exemple au borderline, qui avec une visite hebdomadaire chez un thérapeute peut stabiliser, voire s'améliorer, car le borderline, au fur et à mesure du temps, eh bien, finit par s'améliorer. Avec la maturité et l'expérience, la peur de l'abandon le quitte de plus en plus parce qu'il se rend compte que Béhémet, il a du monde autour de lui, il se rassure. La bipolarité est une maladie qui peut se stagner, qui peut, avec un contrôle journalier. Il y a toujours la schizophrénie, se soigne aussi avec des médicaments, les malades des nerfs. Toutes les maladies ont une sortie. Le seul qui n'en a pas, ni sur le domaine médicamental ou thérapeutique, voire raisonnable, le raisonner, c'est le manipulateur pervers narcissique qui vit dans le déni, qui vit dans l'impossibilité de vouloir sortir. Parce que sortir de sa maladie, c'est se retrouver face à lui-même. Et on a dit tout à l'heure que la personne qui cherche le plus à fuir au monde, c'est ce qu'il est. Au point de ne plus exister lui-même. Donc, à devenir un acteur. Et quand un pervers narcissique ferait teshuva, se remettrait en question, repentance, demanderait pardon, c'est qu'il est en plein film. Je vous l'affirme. Ok. Donc ça revient en fait à la question de Jennifer qui dit tout le monde s'accorde, alors c'est bizarre parce qu'elle connaissait votre réponse, tout le monde s'accorde à dire qu'ils ne changeront jamais et qu'il faut s'en éloigner, on en parlera. Mais j'arrive pas à intégrer ça, car nous savons que Dieu, avec Dieu, tout est possible. Et ce qui paraît impossible à l'homme n'est pas pour lui, pour Hachem. Et moi je rajouterais, quel intérêt? Comment c'est possible qu'on peut créer, qu'Hachem crée un homme qui ne peut pas faire tchouva en gros? C'est marqué dans le 145e psaume. Ve'et kol hareshaim yashmid. On le voit noir sur blanc à maintes reprises chez le roi David, ainsi que dans la Gemara. Et les exemples que nous avons donnés sur Nimrod et ainsi de suite, qu'il y a des personnages
qui ne feront pas de tchouva, et le Teilim du roi David 145 nous dit et Kol Hareshem Yashmid, et tous les impies seront détruits par Dieu lui-même. Ça veut dire que le créateur du monde sait qu'il y a des points de non-retour, comme Pharaon, qui par exemple, Dieu va lui endurcir son cœur. Pharaon fait partie, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais des réels pervers narcissiques. D'accord? Donc dans son comportement, il voit Dieu, il sait que c'est Dieu, il sait que c'est la vérité, il sait qu'il voit les plaies, mais il reste sur sa position, il ne demande jamais pardon. Parce qu'on a vu Pharaon demander pardon. La seule fois où il demande pardon, c'est un point stratégique, et dès qu'il part, il les rattrape. C'est d'ailleurs le plan du pervers narcissique, qui rattrape toujours ses victimes. Et c'est possible en leur faisant dès le mariage un enfant, pour que ce lien qui les unit au niveau de la chair de leur fils, eh bien les maintienne toujours à une rencontre, à un dialogue, pour qu'ils le récupèrent quand ils veulent, l'image du yo-yo. Enfin, c'est beaucoup plus perfide que ça, mais c'est juste pour comprendre un petit peu, comme Pharaon qui dit partez, allez-y, partez, c'est bon, pars. Et le lendemain, il les rattrape avec 600 chars, pas pour leur parler, pour les ramener, parce que comment tu oses me quitter? Ah, c'est magnifique parce que ça va rejoindre. Alors, je voudrais quand même répondre à la question qui a été posée. D'accord. Ah oui. Ah oui, parce qu'il y a une question qui a été posée par Jennifer, je crois. Alors, je vais quand même y répondre. Cette question est posée parce qu'elle n'a pas la connaissance de qu'est-ce qu'un démon. Un démon ne fait jamais de tchouva. Un démon ne se remet jamais en question. Je parle des mondes ésotériques. Je parle vraiment de ce qu'on appelle les shedim. Un shed, c'est un shed. Il est né shed et il meurt shed. Il ne devient pas un ange. Un shed ne devient pas un ange. Un démon ne devient pas un ange. C'est ce qui va le différencier. Il y a des gens qui, dans ce monde, ne changeront jamais. Ils ne changent pas parce qu'ils vont, au niveau de leur aptitude, correspondre à ce qu'on a défini avant, anomalie éducative ou choc émotionnel ou peu importe. Et puis, vis-à-vis du divin, n'oublions pas un détail. C'est que, qui dit Satan, dit synonyme de libre arbitre. Pour choisir le bien et le mal, il faut bien que le mal existe. Mais si le mal n'a pas d'arme, comment peut-il exister? Il y a très longtemps de ça, j'avais posé la question à mon Rav, Rabbi Moshe Deri Zecher Tzadik Kadosh Livracha, et je lui avais dit, pourquoi Dieu a créé les Réchem? Pourquoi la notion de mécréant, méchant, mauvais existe-t-il? Et il m'avait répondu une réponse que je vais transmettre aujourd'hui à Jennifer. Il faut bien que le Satan aussi, il ait une armée sur terre. Alors là où je vais peut-être renforcer un peu la question, c'est que pourquoi ces gens existent-ils pour faire subir à des innocents quelque part, qui ont été trompés par une vitrine extraordinaire d'une présentation d'un chidour, d'une rencontre avec une personne qui paraissait si attentionnée, volontaire, toujours à tout vouloir donner, et qui va te mettre sur un piédestal. T'étais où pendant toutes ces années? T'es la plus belle chose qui m'est arrivée dans la vie. Ils sont très forts en stratégie, donc ils vont monter la victime à un tel degré qu'ils se sentent enfin exister. Oh, à ce moment-là, je suis bon, tout là. Et puis d'un coup, une fois que le cœur est fait prisonnier, qui devient otage dans les mains du manipulateur pervers narcissique, c'est là que la chute devient mortelle. Tu me déçois. Il va utiliser des stratégies, j'espère qu'on en parlera parce que c'est partie, je pense, du sujet. Oui. En tout cas, j'espère qu'on en parlera parce que la stratégie est très intéressante chez lui, elle est répétitive chez tous les pervers narcissiques, avec toutes les victimes. Les mêmes scènes, les mêmes mots, les mêmes stratégies sont remis constamment au rendez-vous de chaque rencontre. C'est ce qu'on appelle la vitrine. Et ce qu'il y a à savoir, c'est que ce que moi j'ai étudié, maintenant ce que je dis, c'est en mon nom, c'est personnel. Je vais vous traduire un petit peu mon analyse de mon étude. Donc quand je dis que c'est en mon nom, ça veut dire que ça peut être tout à fait réfuté, parce que je n'ai pas la science infuse. Mais en étudiant certains livres, je me suis rendu compte que quand une personne décédait dans ce monde, et qu'elle était jugée devant Dieu, je parle donc de nos livres de Torah, celui qui ne croit pas à une vie après la mort va baser ce que je vais dire tout de suite, mais il y a marqué comme ça que dans plusieurs livres, comme Chesed l'Abraham, Nitrat Yehuda, Zohar Kadosh, Shomer Emunim, il y a beaucoup de livres qui parlent de ce sujet-là, chez nous, et quand une personne doit faire la réparation de ses méfaits sur terre, il a une palette de choix qui lui est proposée. L'enfer, proprement dit, donc un lieu que je souhaite à personne de connaître, la réincarnation, le Kafakela, qui est un monde d'aller-retour perdu à travers justement des démons qui le poursuivent, c'est un peu dramatique. De l'autre côté, pour les gens positifs, le Gan Eden, les belles choses, bien sûr, mais il y a le côté qui se propose à travers des réparations. Et il arrive des fois que, de ce que moi j'ai compris de mon étude, ça veut dire que j'ai raison, ce que je vais dire c'est très très osé, mais en tout cas ce que j'en ai retiré, c'est que il arrive que des personnes qui soient décédées se réincarnent dans ce monde et qui, au lieu de descendre, d'être jetées dans le Kafakela, un endroit perdu où tu n'as plus de boussole, donc tu restes déboussolé et dans un désespoir sans réponse, eh bien tu peux revenir sur Terre et en guise de réparation te marier avec celui qui va te faire subir sur Terre
qu'on appelle les manipulateurs pervers narcissiques. C'est pas pour rien que j'appelais un ange au visage, un démon au visage d'ange, parce que justement, on a l'impression quand on est victime d'un pervers narcissique, mais qu'est-ce qu'on a fait à Dieu, quoi? Je voulais me marier, je voulais être heureux, je voulais être bien, j'ai jamais fait de mal. Et le pire, c'est que le manipulateur pervers narcissique recherche ses proies. Ça veut dire qu'il va chercher chez eux 3 signes qui sont extrêmement importants et qui vont servir ses intérêts. Quelles sont les meilleures victimes? C'est la prochaine question. Alors, quelles sont les victimes? Je vais te le dire maintenant. Ce sont ceux qui savent aimer, donner et se remettre en question. À partir du moment où ils tombent sur une personne qui sait aimer, qui a vraiment un bon cœur, surtout s'il peut être un peu religieux, ça dérange encore plus. Car comme vous savez que la démocratie sert parfaitement à la dictature. Donc si tu sais être quelqu'un qui sait aimer, j'ai besoin d'être aimé, c'est parfait. Je vais te donner les moyens d'aimer. Tu sais donner, je vais tout te prendre de toute façon. Tu vas m'appartenir tel un jouet ou un objet. Et tu sais te remettre en question, c'est parfait parce que comme j'aurai jamais tort, tu vas devoir développer ton potentiel à un très haut degré avec moi. Tu vas te remettre constamment en question. Et donc, ça va complètement le servir. Et il va s'en jouer. Et si tu as en plus le bonheur pour lui, que tu sois religieux, alors ce sera enlève ton kissouille, enlève ta kippa, tu ne vas pas le rejeter que tu es. Je veux dire à tout le monde qui tu es vraiment. Parce qu'il pousse l'homme à la faute ou la femme à la faute. Et ce qui est extraordinaire, c'est ses stratégies. Par exemple, il va pousser, si c'est une femme, l'homme à faire des choses impropres. Parce qu'au niveau de cela, il s'en joue énormément, voire même à l'extrême. On parle des problèmes sexuels. Je ne sais pas si c'est prévu dans tes questions, mais il a des stratégies qui se jouent de façon extrêmement minutieuse au niveau de la relation entre sa victime et lui, au début en tout cas, puis après il va s'en jouer comme étant un chantage. À lui dire, tu veux que je leur dise ce qu'on a fait dans la chambre? Moi j'ai pas peur. Tu veux que je leur dise ce que tu m'as fait faire alors que c'est eux qui l'ont poussé à la faute, qui peuvent même toucher au sadomaso, ils vont très très loin, ils peuvent faire des scènes comme acteurs pornographiques, excuse-moi pour m'employer ici, mais ils vont très loin. Et ce sont des choses à laquelle on ne s'attend tellement pas qu'on a eu du mal à imaginer qu'on peut être pourri à ce point-là. C'est pour ça d'ailleurs que je voudrais faire une parenthèse avec ta permission qui pour moi est un message pour celui qui me fait confiance, celui qui veut peut-être écouter une phrase que j'ai à dire. Toute personne qui se lance dans les schlumbait, donc la paix des ménages, on dit en français, doit impérativement connaître ce genre de problème qui peut exister et que lui ne peut pas comprendre. Parce que les manipulateurs pervers narcissiques, quand ils viennent voir un rabbin, d'abord ils adorent dire à la personne qui vient de voir ce dont ils ont besoin. Bon, toi, tu es rabbin. De toute façon, moi, j'adore la Torah. J'ai étudié, je me rappelle, j'ai étudié 1 heure avec une personne. J'ai fait des Shiva. D'ailleurs, je voulais vous chercher parce que je voulais faire un don. J'ai eu du maaser. D'un coup, il parle de maaser, ça veut dire soutenir la Torah. Le rabbin, il tombe dans le piège tout de suite. Le pauvre, lui, il a le devoir de juger les kafsrout. Il est là pour le shalom. Il est venu pour arranger. Donc, tu me tends la perche pour arranger. Mais madame, vous avez un super mari. Il est extraordinaire. C'est pas Hitler, votre mari, quand même. Regardez, il a l'air d'être un bon cœur. Et il n'a pas les bonnes questions qu'il faut poser. Moi, je vais te raconter une anecdote ici dans mon bureau qui s'est passée avec un pervers narcissique à qui j'ai posé la question vous avez offert un cadeau à votre femme? Ah oui, ça montre. La femme n'ose même plus répondre tellement elle était vidée de toute énergie et perdue. Et elle n'attendait même plus, à la limite, une réparation quelconque de ce rendez-vous, tellement elle en avait fait. Et le problème, c'est qu'elle est tombée sur moi. J'ai du mal à le dire, mais elle est tombée sur moi. Et je lui ai dit à la dame, c'était quand la dernière fois? Alors, madame, cette montre. Et elle me dit, il y a 13 ans, c'était le jour de nos fiançailles. Et la personne tourne un peu la tête. Pourquoi je t'ai pas fait un restaurant? Oui, il y a, je crois, 3 ans, le dernier restaurant. C'est très manipulateur. Tu vois ce que je veux dire? Mais je lui fais, voilà la montre, elle est là. Et c'est bien arrangé pour qu'il la mette en plus. Parce qu'il se prépare à tous ces scénarios. Il est même capable, sachant qu'il va à un rendez-vous chez un spécialiste de la paix des ménages, de faire tout ce qu'il faut, de lui offrir, pour avoir des arguments à dire. Bien sûr, pourquoi on n'est pas sorti la semaine dernière? Mais il t'a pas sorti pour faire plaisir. Il t'a sorti pour mettre dans ses munitions ce dont il avait besoin pour déstabiliser celui qui va vouloir essayer d'arranger les choses et le mettre dans sa poche. Ou en lui donnant des arguments dont il avait nécessairement besoin, ou de lui faire croire qu'il a réussi son shlom baït. Donc lui est satisfait, il s'arrête d'argumenter avec lui et va essayer de raisonner sa femme. Et il va lui dire, tu vois, même lui est d'accord avec moi. Et là, la victime est totalement perdue. Parce qu'il est tellement manipulateur qu'il met tout le monde dans sa poche quelque part. Et c'est pour ça que j'ai un message d'amour. Je n'ai rien à prendre à personne.
Mais s'il y a des rabbinim qui écoutent cette vidéo, vraiment, s'ils veulent aider vraiment les répond à une couples, question. En plus, ça répond à une question. Est-ce qu'il devrait y avoir des séminaires pour les rabbins, les rabbins, etc. oui, absolument, je trouve. Dans le binyan que nous allons construire, je pense que je ferai des séminaires sur les Shlom Bayit. Et quelqu'un qui s'occupe des Shlom Bayit, sans connaître, aussi rare soit-il, sans connaître le problème du comportement, du trouble du comportement, des pathologies, eh bien, je lui conseille de ne pas s'occuper de cela, parce qu'il va plus détruire que construire. Vous demandez de faire des efforts qui sont arrivés à la ligne rouge à la victime, et il va même la remettre en question. C'est-à-dire qu'il peut même perpétuer le travail du pervers narcissique, tout simplement parce que ce gentil rabbin ne sera pas capable d'imaginer qu'on puisse être ce qu'on vient de définir. Et c'est pas que lui. Les victimes elles-mêmes qui subissent tous les jours ce harcèlement moral, ce chantage affectif de ce pervers narcissique, eux-mêmes n'arrivent pas à réaliser qu'ils peuvent être aussi mauvais que ça. On peut pas être aussi méchant que ça. C'est pas possible. J'ai l'espoir que tu changes. D'accord. Il y a 3 questions, je pense, mais magnifiques. Enfin, 3 questions magnifiques, je trouve. Alors, si un pervers narcissique est une victime d'un de ses parents, Ouais. en fait, il y a 2 questions qui vont en une. Donc, en fin de compte, c'est malgré lui. Donc, en fin de compte, il est victime lui aussi. Il n'est pas coupable d'être mauvais. C'est un malade. C'est clair, c'est un malade. C'est un malade qui a le malheur de passer à travers tous les filets, même ceux de la justice. Du divorce, par exemple, d'un manipulateur pervers narcissique, ce n'est pas une raison de l'accuser. Un sociopathe est reconnu comme étant une maladie et qui peut provoquer l'éloignement du parent sociopathe. Ok? Mais là, le problème du manipulateur pervers narcissique, c'est que ce n'est pas reconnu comme étant une maladie dangereuse pour l'enfant, alors que c'est un meurtrier. Moi, j'appelle ça aujourd'hui, après 20 ans d'études sur ce sujet-là, c'est une Shoah psychologique. On parle de Shoah, on parle d'Holocauste dans une maison. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai entendu un rabbin qui a dit « Ça va, on ne peut pas être aussi mauvais que ça suffit, on voit des pervers narcissiques partout, et c'est quoi ce balagan, et c'est quoi ceci et cela ?» Mais il ne sait pas de quoi il se parle, ce monsieur. Il n'a jamais vécu avec une pervers narcissique. Ça se voit qu'il ne sait pas de quoi il parle, parce que s'il avait vécu, il n'aurait pas eu le même langage. Donc on a un problème avec cette identité. On a un problème avec cette identité de l'identifier. On doit avoir de l'empathie pour ça. Enfin, oui, je sais, il est malade, mais s'il est malade, c'est une maladie. Alors, je vais te répondre à cela. On a le droit d'être malade, on a le droit d'avoir des problèmes. Et comme j'ai l'habitude de le dire dans tous mes cours, la meilleure façon d'exister dans le bien, c'est de relever les gens et de ne pas les détruire. Mais pour relever une personne, il faut vivre la réalité. Ça veut dire que si je soigne le bras gauche alors que c'est le bras droit qui est malade, ben je ne vais pas soigner le patient. Ainsi donc, si je ne reconnais pas quel est le problème, je ne peux pas l'aider. Alors oui, la difficulté maintenant de le reconnaître comme étant malade. Le pauvre, il est malade. Laisse tomber, il est démoniaque. Ok? Il n'y a pas de problème avec ça. Ça ne dérange personne à une condition. Que ce ne soit pas aux dépens de la souffrance de l'autre. C'est-à-dire que tu ne sais pas te garer, personne n'a te jugé. Tu ne sais pas te garer, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu vas défoncer toutes les voitures de la rue parce que tu ne sais pas te garer, alors tu deviens notre problème. Et c'est là qu'est la complexité du pervers narcissique. Qu'il soit démoniaque, qu'il soit fou, qu'il se fasse du mal à lui-même, qu'il s'automutile, Vakasha, ça te fait plaisir. Ce qui peut être le cas d'ailleurs du borderline, qui a l'habitude de se mutiler. On peut retrouver ça aussi chez le psychopathe ou le bipolaire, qui peut se mutiler, se faire du mal. Mais tant que tu te fais du mal à toi, ben, pas de problème. Vous savez, il y a quelques années de cela, j'avais entendu d'un ami qui avait lu un journal qui m'a dit « Tu te rends compte, une personne s'est suicidée du premier étage de la Tour Eiffel. » Je lui ai dit « Le pauvre. » Il me dit « Le problème, c'est que sa tête a atterri sur la tête d'un passant en bas. » Je dis « Ça, c'est pas juste. Que tu veux te suicider, que tu te fais du mal, tu demandes de l'aide, aidez-moi, je suis pas bien. » On doit tous aider la personne. Mais si ça se fait au dépend de la mort des autres. C'est-à-dire que en fin de compte, si ton médicament, c'est ma mort, ça devient un problème qui doit aussi nous mettre en garde. Parce qu'on ne crée pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Et donc du coup, il y a une autre question qui est aussi très importante, de Orom. Nous ne sommes pas tous un peu pervers narcissiques, à différents degrés. Le pervers narcissique n'est-il pas la résultante d'un manque d'introspection et d'un ego mal géré? Bon, après, la prière atteste... Mais la question qui est la principale, c'est est-ce qu'on n'est pas tous pervers narcissiques à un différent degré? Parce que je pense que ça peut arriver à beaucoup de personnes d'être plus ou moins intéressés
que le rabbin soit de l'autre côté. Mais bon, ça c'est naturel, on va dire ça. Le shochan, il a été donné à tout le monde, les mitzvot sont données à tout le monde. J'arrive vers vous, je dis attends, moi aussi, la fois, j'avais dit, j'avais préparé mon entretien avec le Rav pour qu'il soit de mon côté. Mais attends, ça fait pas de moi un pervers narcissique. Est-ce qu'on est tous. Il y a un niveau. Alors je remercie cette question parce qu'elle a vraiment aussi lieu d'être au sein de notre émission. C'est que il ne faut pas non plus que ça devienne, et malheureusement ça devient un peu trop, je pense. Les pervers narcissiques, on peut en trouver à peu près 2 sur 15 de nos jours. Et de plus en plus d'anomalies se confirment. Mais il ne faut pas que ça devienne une espèce de situation où dès qu'il y a un problème conflictuel entre un homme et une femme, tu as un pervers narcissique, tu as un pervers narcissique. Il faut faire très attention à cela. Un pervers narcissique ne correspond pas à 1, 2 ou 3 points qui sont reliés au pervers narcissique. Un pervers narcissique, c'est un manipulateur. On est tous un peu manipulateurs. C'est un manipulateur perverse. Il peut y avoir des perversités chez certaines personnes. Narcissique ou égocentrique ou avec un ego exagéré, on peut le trouver chez beaucoup de gens. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des manipulateurs pervers narcissiques. Un manipulateur pervers narcissique est quelqu'un qui est capable de remplir à lui tout seul au moins 15 signes qui le définissent. Et non pas 2 ou 3 signes. Ça n'a rien à voir. Et malheureusement, de façon très maladroite, de par cette torpeur, cette peur de rencontrer un pervers narcissique ou d'avoir été marié ou d'être marié à un manipulateur pervers narcissique, eh bien, ça peut mener à faire des amalgames en se disant toi, de toute façon, tu as un pervers narcissique parce qu'il lui a refusé de sortir ce soir. Tu penses qu'à toi. Mais ça ne veut pas du tout. C'est là où je rejoins. Non, on a plus des qualités et des défauts. Moi aussi, mon mari va jamais de cadeaux, alors peut-être c'est un pervers narcissique. Non, voilà, c'est là où je trouve que cette question est pertinente. C'est qu'un manipulateur pervers narcissique défini comme tel, eh bien, doit prendre du temps au niveau de l'analyse, parce qu'on a le droit d'être mal pendant une période. On a le droit d'être un peu narcissique dans la vie quand on a tout donné, qu'on est un choc émotionnel, on a été trahi 1 fois, 2 fois. On va créer une espèce d'aussi anomalie sociale où maintenant vous allez me donner, parce que moi j'ai des comptes à régler avec mes cicatrices d'antan. Mais Vadaï que oui, bien sûr que c'est évident. Mais un manipulateur pervers narcissique doit correspondre à tous les critères avant de le définir. Tu sais, aujourd'hui, si on prend tellement de temps pour analyser une pathologie, d'accord, qui en général, toutes les pathologies, pas toutes, mais de façon générale, se situent entre l'âge, commence ou se dévoile entre 15 ans et 25 ans en psychologie, d'accord. Par exemple, pour le bipolaire, il faut beaucoup d'années avant de dire que cette personne est une bipolaire, parce qu'elle peut être en dépression, parce qu'elle peut avoir un manque par exemple d'oxygène vis-à-vis des hypothalamus, ou un manque de dopamine qui n'est pas nourri par l'adrénaline, voilà un problème. Il y a plein de choses, tellement d'éléments qui prendraient des heures sur le domaine médical et psychologique pour définir ce qu'il est. On a le droit d'être mal dans la vie, on a besoin. Je veux dire une chose, on peut même être une fois pervers narcissique une journée, mais ça veut dire qu'on l'est. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que on a le droit d'avoir des défauts, et ce qui me fait peur un peu dans ce genre de choses, c'est quand on fait des amalgames. C'est que dès que je n'ai pas ce que je veux, ou dès que la personne a 3 signes, ça y est, on l'a déjà défini nous-mêmes. Je pense qu'il est impératif de s'enquérir d'une opinion d'un spécialiste dans notre domaine, d'un thérapeute de très bon niveau, qui lui va te dire, écoutez, des questions pas que vous m'avez apporté comme scénario, mais de ce que j'ai entendu de ses réponses, je vois qu'il me manipule, je vois qu'il ment, je vois qu'il n'est pas sérieux, je vois qu'il a des signes extérieurs, donc il faut vraiment connaître ces signes extérieurs, il faut vraiment être très très proche de cela. On voit qu'il a isolé tout le monde, qu'il n'a jamais tort, qu'il est ceci, cela. C'est dur de tomber sur quelqu'un qui ne savait jamais s'excuser, qui n'a jamais tort, qui remet tout le monde en question, qui n'est pas capable de changer. Ce sont des signes quand même qui sont assez révélateurs, mais ça peut appartenir à une personne pour une époque précise ou indéfinie, mais en tout cas qui ne vont pas le définir comme étant le pervers narcissique. Donc oui, il a raison, il faut faire attention à ces jugements beaucoup trop rapides qui vont malheureusement définir quelque chose d'extrêmement grave. Parce que je vous dis franchement, si on en conclut qu'une personne est une pervers narcissique, il ne reste plus beaucoup de solutions. Il n'y a plus rien à faire, quoi. Je n'ai pas dit ça. Il y a des choses à faire, Ouais, je dirais peut-être en fin d'émission, je ne sais pas il y si... a peut-être des questions, mais faut... Donc, mais en tout cas, ça va mener à l'homme à vite faire un choix. Parce que comme ça ne s'arrangera jamais et qu'il ne changera jamais, il n'y aura pas beaucoup d'options. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Par contre, s'il est mal 1 fois, 2 fois, 3 fois, et que des fois, il a une éducation, par exemple, où le père était très autoritaire, ou une famille extrêmement nerveuse, où rien ne s'obtenait si ce n'est qu'à travers la force. Ça ne fait pas lui un pervers narcissique. Ça fait une personne qui manque d'éducation, qui ferait mieux de se calmer. D'accord. Peut-on être pervers narcissique avec une personne, par exemple avec sa femme ou son mari,
et se comporter normalement avec les autres. Être un bon père, être un bon collègue. C'est-à-dire que certaines personnes, par exemple, elles vont être. Mon mari, c'est un père narcissique. Bah, arrête, je le connais avant toi, ton mari, c'est un amour. De quoi tu me parles? Non, et avec toi, il l'est pas. Est-ce que c'est possible d'entendre un truc pareil? Alors, c'est magnifique comme question. C'est magnifique. Je kiffe. Je kiffe cette question. Je vais dire pourquoi. Parce que le pervers narcissique est pervers narcissique avec tout le monde. Mais un pervers narcissique ne veut pas dire qu'il est mauvais avec tout le monde. Il est manipulateur avec tout le monde. Ce qui fait qu'il a besoin de se créer un harem de gens qu'il aime. Il a besoin d'être aimé. Il a besoin d'attention. Mais 24 heures sur 24, il a besoin que quand on le voit, c'est lui qui va mettre de l'ambiance, c'est la star. Et là, ouh, j'arrive, c'est moi, je viens avec un bijou, je viens avec une montre, je viens avec... Je n'existe tellement pas que j'ai besoin d'exister. Donc, il va donner le meilleur. Là, c'est pour moi, c'est moi qui paye. Il va le faire payer plus tard. Ça, c'est la suite que les gens ne connaissent pas. Mais au sein de la société, c'est une vitrine magnifique. Et je vais te dire quelque chose, Lionel, de dramatique. Tu sais quelle est l'une des plus grandes souffrances d'une victime d'un pervers narcissique? C'est l'injustice qu'il subit. C'est que lui connaît vraiment la personne. Comme dit le Talmud, comme la Torah est belle. La Torah elle te dit, le jour de la mort d'une personne, qui vient témoigner contre lui? Pas là où il a travaillé, pas la synagogue qu'il a fréquentée, pas les lieux où il a fréquenté ses amis. C'est pas là-bas que tu le connais. Ce seront les murs de sa maison qui viendront témoigner de qui il était. Donc qui connaît vraiment la personne? Son épouse ou le mari. C'est la dernière personne qui est crue. Parce qu'à l'extérieur, il est tellement social, tellement agréable, tellement souriant. Il va prendre des blagues sur la route ou il va se rappeler d'une blague pour essayer de faire rire. Tout est calculé. De telle façon qu'on dise, mais il est génial. Et imagine maintenant une femme qui subit un harcèlement moral depuis des années, qui est complètement délaissée parce qu'il se joue de cela. Le pervers narcissique est incroyable. Il sait qu'une femme, elle a deux armes. Sa cuisine, le Talmud, et son corps. Il n'a pas de problème de se passer d'elle. Donc il va la désarmer. Non, je ne mange pas. Je ne dors pas avec toi. Il est capable de ne pas lui parler pendant des mois. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je te parle. Tu sais ce que c'est d'avoir un mari ou une femme qui rentre et qui ne t'adresse pas la parole comme si tu n'existais plus. Ça veut dire qu'il est capable de te faire comprendre qu'il peut sans problème vivre sans toi. Tu n'existes pas, tu n'es rien. Donc la personne n'est plus rien. Elle n'a plus d'énergie. Elle n'a pas de solution. Et lui, il n'a aucun remords à le faire en plus. Non, ils s'en réjouissent. C'est là qu'est le drame. C'est qu'à un moment, c'est celle qui a eu raison, qui est en train de pleurer, qui va revenir vers lui supplier. Et le pire, c'est que la petite caresse qu'il va lui donner sur sa tête, c'est un sucre. Ça veut dire, bon, regarde l'effort que je vais faire, je vais te pardonner, alors que c'est à lui de fournir ses excuses. Ça va extrêmement loin et les gens ne réagissent pas. Parce que dans une prochaine dispute, c'est ce qu'il dit un pervers narcissique à sa femme. Pourquoi je t'ai pas pardonné la dernière fois? Tu dis que j'ai pas du cœur. Personne t'aurait pardonné. Alors que si on revient sur le sujet d'histoire, c'est à lui de s'excuser. C'est lui qui a fait les choses. Mais il inverse toujours les rôles. Il reflète chez l'autre tout ce qu'il est et se nourrit des vertus de l'autre en les habillant chez lui. Je suis toi, tu es moi. Et ça, par contre, c'est le reflet le plus terrible qu'on puisse trouver, l'injustice. Imagine qu'une femme, ou un homme, rencontre la famille, parce qu'il se joue beaucoup de la famille aussi de la femme, il prend les amis de sa victime, il les met de son côté, leur donnant l'illusion que c'est un homme ou une femme génial, magnifique. Je vais te raconter une anecdote sur un pervers narcissique, pour te dire jusqu'où ça peut aller. Je vais te raconter deux choses qui, j'espère, vont éveiller un petit peu l'esprit. Jusqu'où peut aller un pervers narcissique? C'est un homme qui reçoit des amis à la maison, donc il va falloir qu'il fasse bonne figure. Et en l'honneur de cette soirée qu'il organise pour X raison, il va acheter une robe absolument horrible, des années 40. Truc qu'on mettait nos grand-mères dans les rideaux. Il va amener cette robe à sa femme. Sa femme lui dit, ah c'est gentil, un cadeau. Elle est contente. Elle l'ouvre. Et là, elle lui dit, mais c'est pas du tout mes goûts, qu'est-ce qu'il fait? Et le mari lui dit, quoi, je t'offre un cadeau, tu ne mets pas. Donc pour la paix des ménages, elle va la mettre. Et là, il va la monter. Qu'est-ce que tu es belle dedans? Qu'est-ce qu'elle est belle, cette robe? Je suis fou amoureux de toi. Enfin, une parole d'amour. Enfin, alors pour ça, je suis prêt à la mettre. La soirée arrive, et tout le monde rigole de cette robe absolument horrible qu'elle porte. Et lui, il la regarde, et il se réjouit de voir que tout le monde parle d'elle. Tout le monde se moque d'elle. Et là, il insiste. Qu'est-ce que j'ai posé une vieille? Elle aime ces goûts-là. C'est lui qui l'a offert. Il la piège. Ça peut aller plus loin que ça encore. C'est l'anniversaire de sa femme.
Et il arrive avec un magnifique manteau de fourrure, comme à l'époque. C'est une vraie histoire qui s'est passée il y a très longtemps. Et donc, un manteau de fourrure, ça coûtait à l'époque des francs, 20 000 francs, 30 000 francs, une grosse somme d'argent. Et bien entendu, dans une extravagance et un système théâtral incroyable. Ben moi, pour ton cadeau, voilà ce que je t'ai offert. Et là, les parents, la fille, tout le monde, mais quel mari, mais quel mari. Et il lui met ce beau manteau. Et elle est contente quelque part. Mon manteau de cuir, si ça dérange certaines personnes, que je parle de fourrure. Mais peu importe, on a compris l'idée. Donc tout le monde lui dit, vraiment, t'as un mari exceptionnel. Et là, elle est contente parce qu'elle dit, bah, peut-être c'est un redémarrage. Parce que le problème de la victime, c'est qu'elle a tellement souffert, tellement été enterrée, vivante, creusée, spoliée, tellement détruite de l'intérieur, moralement, psychologiquement, qu'elle dit, si j'ai souffert, pour que ça s'arrange, ça valait le coup. Donc chaque jour nouveau qui s'annonce, pour elle, c'est un jour d'espoir. Et là, il va utiliser ça. Il va lui donner son sucre et sa caresse. Allez, je vais te faire un cadeau extraordinaire. Donc elle est très contente et ils vont montrer vis-à-vis des autres, elle va jouer le rôle. Il n'y a pas comme mon mari. Tu viens de rentrer dans le pire de son piège. Toi-même, qui es la femme, tu témoignes que cet homme est extraordinaire. Parce que tu vas vouloir que ça s'arrange. Tu le fais par innocence. Tu le fais parce que tu es quelqu'un de bon. Toi, tu es vraiment bien. Tu es simple d'esprit. Tu t'es pas rendu compte que tu es face à un piège horrible. Le lendemain, soir, à la maison, la femme dit à son mari, ce monstre, appelez ça comme ça, chérie, tu sais pas où est mon manteau? Et là, il hurle. Quoi? Tu l'as déjà perdu? Je t'avais dit de faire attention. Tu comprends pourquoi je t'offrais jamais de cadeau? T'en as rien à faire de ce que je fais pour toi. Je me suis ruiné. J'ai emprunté de l'argent pour ce cadeau. Mais ce que ne sait pas cette femme, et ce que je vais vous dire, c'est pas une caricature. C'est que ce beau manteau qui coûtait une fortune a tout simplement été emprunté. Sous soi-disant laisse une garantie. Je vais le montrer à ma femme si ça lui va, si ça lui plaît. Si c'est bon, je l'achète, sinon je vous le rends. Pas de problème, laissez-moi une garantie. Mais ça, personne ne le sait. Et ce manteau qui a disparu, c'est lui qui l'a ramené tout simplement au magasin. Et cette histoire a été découverte 3 à 4 ans plus tard par la femme, qui un jour a vu le même manteau, est rentrée, et a dit, ben moi j'ai perdu le même manteau il y a tant d'années. Quel nom de famille? Quel nom? Ils sont arrivés au nom. Mais pas du tout, il avait dit, ah oui, 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 je me rappelle, attendez un instant. Et c'est là qu'elle a découvert. C'est horrible, là. Oui, c'est horrible. Mais c'est un film d'horreur. Ouais, grave. D'accord? Parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Dans sa vitrine, regarde le magnifique personnage que je suis prêt à me ruiner pour toi, je suis un sadique, je suis une personne exceptionnelle. Ensuite, je t'accuse d'avoir perdu. Alors qu'en réalité, c'est que des scènes théâtrales. Et le problème du pervers narcissique, et ce que doivent savoir les personnes qui font des schlumbaï et des personnes qui sont initiées à ce genre de travail, c'est de ça dont on parle dans cette pathologie, dans cette folie. C'est de ça dont on parle. Réalise-le, oh. Quand tu es face à un schlumbaï pour essayer de le résoudre, comprends que cette personne-là n'a pas de limite dans ce qu'il peut faire. Parce qu'il n'a plus rien à perdre, lui, de son côté. Parce que maximum, ce qui peut lui arriver, c'est de perdre sa victime. Mais il n'a pas de problème, il y a la queue qui attend dehors. Il y a d'autres joueurs avec qui je pourrais donner. Et il va le dire toute sa vie à sa victime. Je pourrais te remplacer en 2 secondes. Je ne sais pas où il y a de femmes qui seraient heureuses d'être à ta place. Et le pire, c'est qu'il n'a pas tort. Parce qu'au boulot, bah, c'est un gentil garçon. C'est une personne attentionnée. C'est une personne qui dit, excuse-moi, il faut que j'appelle ma femme, je crois qu'elle n'était pas bien. Mais pas du tout, il appelle un copain. Il vend des informations auquel le pire du pire lui-même, c'est que sa mythomanie lui fait croire à un tel point qu'il pourrait jurer sur ce qu'il a de plus précieux, donc sur lui-même, qu'il dit des vérités. Je crois que c'est le seul personnage au monde qui est capable de passer le test de... Le test de mensonge, là, le test de vérité. Test de vérité. Parce qu'il vit ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il est acteur extraordinaire, il pleure sur place. Quand il prend le rôle de la victime, mais tu le crois, quoi. Il peut te raconter n'importe quoi, tu vas le croire. Parce que tu ne peux pas imaginer, c'est là qu'est tout le piège du pervers narcissique, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'il puisse être aussi démoniaque que ça. C'est pas possible. Il n'est pas pourri à ce point-là. Si. C'est dur à entendre, mais si. Ok, alors prochaine question, qui est, je pense, essentielle aussi. Quelle est la solution pour les victimes? Et pourquoi ne partent-ils pas? Alors, ce sont 2 questions, je ne sais pas à laquelle je réponds en premier. La première. De ce que
encore une fois, je tiens à le dire à tout le monde, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas diplômé, je ne suis pas psychologue et je ne suis pas psychiatre. Je ne suis rien. Je suis Rav David Huitou, un petit rabbin généraliste dans mes études, pas un très haut niveau, et donc je comprends parfaitement qu'il y ait des personnes qui contredisent ce que je dis, je l'accepte volontiers. Mais en tout cas, si c'est à moi qu'on s'adresse, alors je réponds de ce que moi j'ai appris, de ce que moi j'ai analysé et étudié assez profondément, ceci étant sur le sujet. J'ai 3 solutions, j'en ai pas d'autres. Celle que j'ai écrite dans mon livre, c'est à fuir ou à subir. Donc c'est où tu fuis, ça veut dire que tu dois fuir. Fuir sans te retourner. Parce que combien même tu fuiras, à l'image de Pharaon, qui t'a laissé fuir, il te rattrape avec des arguments. T'as raison, il fallait ce coup de choc émotionnel pour que je réalise que je ne peux pas vivre sans toi. Il va trouver enfin des mots qui vont te faire revenir très rapidement, parce que quelque part la vie dehors non plus n'est pas forcément sympathique. La vie est hostile, la solitude. Et le pire du pire, c'est que chez une victime de pervers narcissique, ben, l'amertume la plus totale, c'est de partir dans l'échec. C'est-à-dire que non seulement tu as subi toutes ces années de souffrance, d'harcèlement, de chantage psychologique qui t'ont détruit, tu n'as plus d'énergie, tu es complètement mort, quelque part tu es un zombie, mais en plus tu finis seul. C'est horrible. Et il va bien entendu se battre sur le domaine financier pour tout te prendre, le chantage des enfants, qui est leur arme préférée, donc de monter les enfants contre l'autre, forcément. Tu n'auras rien, je vais raconter à tout le monde dans les réseaux sociaux qui tu es, donc ils vont formuler des phrases absolument dangereuses pour l'avenir de la victime. C'est du harcèlement non-stop, après il en vient à menacer la famille, il en vient à menacer, il passe de la douceur à la dureté, à la menace, il va très loin dans tous les domaines. Ce qui fait que quand on parle de fuir complètement, sans jamais se retourner et réaliser que c'est quelqu'un qui est serpentaire, c'est quelqu'un qui manipule constamment, et que la seule chose qu'il veut, c'est que tu pars si je te le dis. Tu ne pars pas parce que tu as réalisé. Tu viens de désobéir à Dieu. Ça, c'est la première solution. Fuir. Et fuir vraiment, quitte à tout perdre. Récupérer ta personnalité. Et pour cela, la thérapie consiste à réaliser l'effet miroir contraire. Ça veut dire d'être capable de réaliser qu'en réalité, toi, tu n'avais pas grand-chose à te reprocher. Arrête de toujours te remettre en question. Parce que dans le cas échéant, tu n'avais rien fait de mal. Et lui t'a inséré à l'intérieur cette culpabilité. Tu es coupable. C'est de ta faute. Qui est parti? Il ne va pas te dire, je t'ai poussé à partir. Qui est parti? Qui a quitté le bateau? Il n'arrête pas avec cela. Tu n'as même pas pitié de nos enfants. Tu n'es même pas capable de rester pour eux. C'est très fort comme argument pour quelqu'un qui a du cœur. Donc on part, mais toujours avec la tête qui se retourne. Fuir, c'est pas simple. La deuxième chose dans la fuite, c'est qu'il est très malin. Il a mis un GPS dans ton cœur. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que la victime tombe en fin de compte amoureux ou amoureuse de son bourreau, de ses souffrances. Elle en a pris l'habitude. Ça fait partie de son quotidien. Eh bien, tu ne vas pas me croire, mais c'est une pathologie qui peut carrément t'amener à « ça me manque ». Ces réflexions me manquent quelque part. J'y suis tellement habitué que c'est devenu une normalité pour moi. Dans ce cas-là, on ne passe plus à la fuite, on passe à subir. Mais comme elle ne veut pas subir, c'est des discussions insupportables et interminables. C'est parce que je souffre, j'en peux plus, il se passe ceci, il se passe cela. Alors on me dit, casse-toi, va-t'en, fuis. Oui, mais je ne peux pas, je l'aime. Le problème, c'est qu'il faudra que tu l'aimes pour toi et pour lui, parce que lui, ne t'aimera jamais. Et c'est quelque chose de très dur. Ce qui fait que la fuite demande une aide thérapeutique, obligatoirement, surtout après plusieurs années d'avoir été victime d'un pervers narcissique. La deuxième solution, tout simplement subir. Ainsi donc, comme le faisaient certaines personnes, nos grands-mères, qui étaient dans certains cas mariées avec des manipulateurs pervers narcissiques, elles subissaient. Donc elles prenaient sur elles et disaient, je n'aurais pas la face du guéhinam d'avoir vécu avec un tel démon. Subir parce que tu ne peux pas vivre sans lui, subir parce que tu n'as pas où aller, tu n'as pas les moyens financiers, parce qu'il t'a fermé toutes les portes de partout, parce que tu travailles avec lui ou chez lui, parce qu'il a tous les pouvoirs et que tu n'en as pas, parce que. Donc, où tu subis. En lechabrira ou en l'arbrira, subis. En malasot. Prie le ciel, que la rédemption vienne le plus vite possible, que tout le monde guérisse. Et il y a la troisième option, qui est celle d'arrêter de subir tout en restant. Bon, ça existe? Oui. La cible du pervers narcissique, c'est ton cœur.
Et on a deux pensées dans le corps humain. On a celle de la pensée cérébrale et celle du cœur. Un pervers narcissique ne peut pas atteindre quelqu'un de cérébral. Le problème qu'on a, c'est que tout ce qu'il nous dit, on le prend à cœur. Donc notre cœur, c'est du nul, pachout, c'est la viande hachée. Il détruit le cœur, il est noirci par la douleur, il est plus réactif, à la limite, à la normalité. Ça veut dire que quand on vit avec un pervers narcissique et que les choses se sont passées bien, pas bien, hein, normal, ça s'appelle super bien. C'était un super Shabbat. C'était super ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a rien eu, il n'a pas fait de problème. Je rêve. Mais on parle de ça. Et dans ce cas-là, il va falloir devenir réactif au niveau de l'intellect. C'est-à-dire réaliser que la personne, elle a un problème, c'est pas moi le problème, c'est lui. Donc on va inverser les rôles. Dans ce cas-là, donc il devient pervers narcissique. Non, non. Il se carapace du pervers narcissique. C'est pas la même chose. Et ça, il faut être très fin d'esprit pour le comprendre. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est tu ne m'intéresses pas à tes réflexions, je les entends plus, je sais qui t'es. T'es le père biologique de mes gosses, tu ramènes la parnassa, je ramène la parnassa, on est des colocataires, on se verra quand on se verra. Quand j'ai envie d'aller avec toi au lit, je vais avec toi au lit, c'est pas quand tu veux. Et si tu n'as pas envie, j'ai pas de problème non plus, je peux me passer de toi. C'est-à-dire qu'on va devenir une espèce de miroir. Le problème que j'ai constaté au fur et à mesure des années, c'est que le pervers narcissique, quand il ne tient plus sa victime, c'est quand elle est plus réceptive de la douleur, de ses réflexions, de son manque d'empathie, eh bien c'est lui qui demande le divorce, bizarrement. Bah, t'es plus là, qu'est-ce qui se passe? Donc il va être à la poursuite d'un une nouvelle victime ou un nouveau corban. Voilà, c'est ce qui va se passer. C'est les trois options que j'ai. D'accord. Et puis il y a malheureusement la dernière option qui existe à peu près à 5 et 7%. J'ai entendu un psychiatre américain qui a dit que 20%, c'est des gens qui se suicident. Il faut savoir qu'une victime de pervers narcissique peut en arriver à un suicide, qui en général est beaucoup plus attribué au bipolaire, qui à 20% peut opter pour cette direction-là, sur un moment d'une phase négative. Donc voilà, c'est des options qui sont bien sûr à éviter. Hein. De chambre qu'on se suicide jamais pour personne. Là, il aurait tout gagné, il a perdu et ce monde et l'autre. Vraiment stupide pour se suicider, mais on n'est pas là pour juger, juste pour indiquer les choses. D'accord. Question. La question numéro 2, on n'a pas répondu. Ouais, si en fait vous avez répondu, pourquoi ne parte-t-il pas? Parce que vous l'avez répondu. Ah d'accord, j'ai répondu aussi comme ça, j'ai oublié qu'il y avait une deuxième question. Une question qui est revenue beaucoup de fois, homme ou femme? Est-ce que ça peut être les deux? Alors, c'est bizarre parce qu'il y a des pathologies qui se retrouvent aussi bien chez les hommes que les femmes, comme on parlait de la bipolarité par exemple, la schizophrénie se retrouve. Je parle de ces deux maladies parce qu'elles sont quand même assez centrales dans la vie sociale, mais il y a beaucoup d'autres maladies. Maintenant, par exemple, chez les borderline, on a beaucoup plus de femmes borderline dans les statistiques que d'hommes, bizarrement. Chez les pervers narcissiques, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais c'est beaucoup plus dramatique d'être un homme victime d'une perverse narcissique que d'être une femme victime d'un pervers narcissique. Pour deux raisons. La première raison, qui aujourd'hui est peut-être moins d'actualité en 2023 de l'ère vulgaire, mais la première raison, c'est qu'une femme, elle se met dans les bras de son mari. Une femme, elle écoute son mari en général. Elle sert son mari en général. Donc le rôle de la victime, qui est une femme, est mener à une souffrance hors pair. Ça veut dire que la femme vaut moins qu'un homme. C'est pas ce que je suis en train de dire, c'est de comprendre ce que je dis. Tandis que chez l'homme qui pose une perverse narcissique, c'est là qu'il y a le deuxième point, c'est que les femmes sont beaucoup plus malignes que les hommes. Les femmes sont plus distinguées dans leur intelligence que les hommes. Elles vont voir de façon, je parle d'une femme normale, ce que l'homme n'est pas capable de voir. Ce qui fait que dans la malice de la perverse narcissique, elle va aller plus loin dans la douleur qu'un homme ne pourrait faire quand il est pervers narcissique. Et le deuxième point, c'est que la perverse narcissique, c'est l'homme. Et il rend donc l'homme, la femme. Il y a un déséquilibre. Et c'est là où ça blesse. Donc oui, il y a des femmes qui sont perverses narcissiques. Et là, par contre, ça devient beaucoup plus satanique. Une femme, un petit peu comme le dit la Kabbale. Le Satan, on peut lutter contre lui. Sa femme est égalité. Il faut le machar pour lutter contre lui. C'est-à-dire qu'une perverse narcissique, d'abord, elle passe en plus, beaucoup plus facilement sous les radars de la réception, de la définition ou du dévoilement de ce qu'il est. C'est très dangereux de tomber sur une femme perverse narcissique. Surtout qu'un homme, en général, quand il est victime de pervers narcissiques, il est vraiment bon. Et quand il va aimer de tout son cœur.
Ah, justement, parce qu'on a une autre question qui est très bonne, je crois. C'est comment on repère un pervers narcissique avant de se marier? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir peur. Je pense que cette personne a posé la question avant d'avoir vu l'émission, mais elle va encore plus avoir peur, flipper, après avoir vu l'émission. Comment on les repère? Tu as raison de poser cette question-là et je vais répondre avec l'aide d'Hachem à ce que tu viens de dire. Mais pourquoi on fait cette émission? Parce que c'est vrai que ces émissions, quand on la finira, je ne sais pas quand on va la finir, mais en tout cas, le résumé, c'est que ça fait peur, quoi. On se marie, on ne se marie pas, et on va se méfier de tout le monde. Je trouve que cette émission a mis beaucoup, beaucoup de désarroi et de bazar dans la tête des gens maintenant. Alors il faut savoir que, encore une fois, pas tout le monde est pervers narcissique. Il faut savoir que de l'autre côté, cette émission a un énorme avantage. Celle de donner au moins un espoir aux victimes du pervers narcissique. C'est une réponse à laquelle, pendant des années, ils ne comprenaient pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Et aujourd'hui que la dimension, la maladie, le sujet est devenu très facilement abordable sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs, eh bien ça va enfin donner des réponses. Moi je sais qu'une personne qui a été victime du pervers narcissique et qui n'a pas compris pourquoi il a eu une telle malchance, qu'est-ce qu'il a fait de mal dans ce monde, quand il a compris qu'en fin de compte c'était une maladie qui était chez l'autre, qu'il n'y était pour rien, qu'il a été victime réellement de cette situation, le fait d'avoir une réponse, ça soigne beaucoup pour la thérapie, de remonter de l'océan dans lequel il a été profondément noyé. Et c'est pour eux que cette émission. Je ne fais pas, j'ai pas accepté le rôle de question-réponse sur le pervers narcissique, si ce n'est qu'en réalité pour réconforter les victimes du pervers narcissique et aussi, c'est vrai, mettre en garde sur une mauvaise rencontre. Alors, on a dit tout à l'heure que le manipulateur pervers narcissique a des stratégies extrêmement soignées, qui sont répétitives pour tous les pervers narcissiques et pour chaque victime, peu importe s'il a eu plusieurs mariages, il va répéter la même chose. Les signes qu'on peut déceler chez eux, c'est que d'abord, ils viennent toujours se mettre sous toi. Ils ont d'abord, je te l'ai dit tout à l'heure, ce sont des personnes qui ont un jeu de séduction, hommes comme femmes, surtout les femmes, mais incroyable. Et souvent, ils ont le malheur d'avoir du charme en plus. Donc, ils savent charmer, endormir. La deuxième chose, c'est que pendant leur stratégie, ils sont trop parfaits. Trop parfaits. Ensuite, ils ont l'habitude de raconter combien ils ont souffert, qu'ils n'ont pas eu de chance, qu'ils n'ont pas eu d'amour, alors qu'ils en ont eu, que personne n'a jamais été là pour eux, que s'ils ont divorcé, tu ne sais pas sur quelle fouche lui tombait, tu ne sais pas qui il était. Ce sont des signes où on voit qu'il n'a jamais tort. Et s'il voit que tu t'en rends compte, il va te sortir. Bon, j'ai aussi mes torts, je reconnais. Parce qu'il vient de se rendre compte que, mince, tu es en train de l'analyser là, ça va pas. Mais là où ça va aller très très fort et pénétrer l'autre dans le piège, le faire rentrer vraiment dans la cage dans laquelle il veut le faire rentrer, c'est que, ouais, Lionel, heureusement que tu es là. Je sais même pas comment. Tu peux m'appeler ce soir. Non, tu sais quoi, c'est moi qui t'appelle. Tu veux qu'on mange ensemble? Tu veux ceci? Tu veux cela? Il va te donner une importance que jamais tu aurais cru être capable. Il va t'élever très haut, très haut, très haut, très haut. Tu es mon Messie. Tu es la personne pour qui je ne regrette pas d'avoir tout souffert. C'est pas possible, je suis Zorro. Il te met sur un piédestal. Quand il rentre dans la famille, il va présenter les meilleurs atouts. Souriant, social, agréable. J'adore votre fille, j'adore votre fils. Wow, quel changé de rentrer dans une telle famille. Génial. Et puis là où ça devient très intéressant. Ça peut arriver que ça. Mais non, mais il faut que tu entendes la suite. Ouais, parce que là, Parce que si tu tombes, par exemple, une femme qui va tomber quelqu'un de très très bien sur une personne qui aime l'équitation, mais après il faut faire ses enquêtes. Par exemple, tu aimes faire de l'équitation et la femme elle est perverse narcissique. J'adore les chevaux, alors qu'elle n'a absolument rien à faire. Pendant que toi tu vas dormir la nuit, elle va s'intéresser sur internet, comme une autodidacte, comme elle sait très bien le faire, sur tout ce qui touche aux courses de chevaux, sur les races de chevaux, ou sur t'aimes la peinture, elle va s'intéresser à Picasso, Rembrandt et autres. Et puis te parler de l'art. J'adore l'art, j'ai toujours rêvé de faire de l'art. Tu vois, du musée. Mais c'est marrant, on a les mêmes points communs. C'est comme ça qu'il attache l'autre. C'est comme ça qu'il attire l'autre. Alors tu vas me dire, mais ça peut arriver à tout le monde. Le problème, c'est que c'est un jeu. Et c'est ça que tu dois essayer de comprendre. Alors il faut le mettre à l'épreuve. Et c'est ce que je dis souvent. Quand tu fais une rencontre avec quelqu'un, n'hésite pas de poser des pièges et de le mettre à l'épreuve. Ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un de très bien,
il pourrait aussi se documenter sur les chevaux, Non, sur l'équitation. Faux. Mais non, il Faux. peut se documenter. Mais Alors, après, je te dis non. il va aller vers la personne, Non. il lui dit écoute, moi j'aime pas du tout Alors, ça, mais par contre, Donc c'est important qu'il sache que ce que tu viens de dire n'est pas nachon, c'est pas vrai. Il peut s'intéresser, il peut pas dire qu'il adore. voilà, c'est ça, personne- oui, non, oui, c'est ça une que je veux personne- dire. Non, il ira pas se documenter. Une personne normale qui n'aime pas les chevaux va pas aller se documenter la nuit à 2 heures du matin pour t'en revendre le lendemain. Non, ce que je veux C'est dire, anormal. ce que je veux dire, c'est qu'après, il va lui dire, moi j'aime pas du tout les chevaux. Par contre, je me suis documenté pour que au moins quand tu parles, eh ben, je comprenne. Ça peut être quelqu'un de très bien aussi. Oui, mais il y a une Voilà. différence Faire mentir entre l'autre. dire chacun ses passions, je respecte je- la tienne, je veux bien m'y Je suis intéresser, né dans une à écurie. celui qui se met exactement au même niveau que toi pour te dire que tes passions sont les miennes, pour créer un pont de jonction qui fait croire qu'en fin de compte, on a les mêmes goûts, on est fait l'un pour l'autre. Voilà exactement où veut en venir le pervers narcissique. Il va rentrer dans le jeu du dialogue que tu as besoin d'entendre. Et il va te dire, en définissant le plus rapidement possible, et pour ça ils ont un scanner incroyable, quels sont tes défauts, quelles sont tes peines. Si par exemple tu tombes sur une personne qui est accro et c'est leur spécialité d'ailleurs, de se jouer de ça au rapport sexuel, moi, chez moi, il n'y a aucun tabou. Moi, je fais pareil, je suis comme toi dans ce domaine, je pense comme toi, mais la personne était comme une folle. J'ai trouvé enfin Ton partenaire. un partenaire, mais pire encore, elles vont s'intéresser à tes fantasmes. Parce que là, par contre, ils ont une arme foudroyante. C'est que si la victime a le malheur d'avoir un fantasme quelconque, pour elle, c'est un bazooka. Pour lui, c'est un bazooka. Ils vont s'en servir pour te dire, c'est marrant, j'adore ça. Et peu importe de quoi tu parles. Mais tant qu'ils l'ont, et que tu as ce fantasme, donc c'est un besoin, c'est une addiction à quelque chose. Ça va devenir... Ton fournisseur. Non, t'as pas compris. Quelqu'un qui est drogué. Non. Ils vont s'en servir comme une arme fatale contre toi. Si tu veux, tu fais ce que je te dis, sinon tu n'auras plus. Et après, ils vont raconter aux autres. Ils vont s'en jouer. Ils vont te faire souffrir de ce fantasme que tu n'auras que si tu es au doigt et à l'œil. Ça va très loin. Et ça, tu peux le déceler. Pourquoi? Parce que, quelque part, tu vois qu'il y a un comportement qui est trop mécanique, qui est trop jeu. Donc, il faut se renseigner sur qui il est. Par exemple, d'appeler, il dit qu'il était marié avec une femme horrible, une femme. N'hésite pas à faire appeler l'ancienne épouse pour demander qui est cette personne-là. Qui est cette personne? N'hésite pas d'aller au travail. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans mes cours sur les rencontres. Faites des enquêtes, c'est ce que demande le Talmud. On se renseigne sur la famille dans laquelle tu as grandi. Est-ce qu'il s'entend bien avec tout le monde? Imagine qu'une personne arrive et il te parle de sa famille. Moi, de toute façon, j'ai personne à mon mariage, je suis fâché avec tout le monde. Ils m'ont tous fait du mal. Et tu vas au travail, il n'y a pas d'amis, ils critiquent tout le temps tout le monde. C'est des signes. J'ai jamais eu de chance, tout le monde est jaloux de moi. Qui t'es pour être tellement jaloux de toi? Pose-toi aussi les bonnes questions. Mais comme il va te placer à la place du psychologue, s'il aide moi, donc tu vas être au début, comme tu n'es pas encore engagé, ouvert complètement à tout ce qu'il va te définir, lui, dans sa folie. Mais après, pendant qu'il te parle à ton oreille, ce que tu ne sais pas, c'est que lui, il prend ton cœur. Il va commencer à parler à tes sentiments. Et de te dire qu'en fin de compte, cette rencontre, eh bien, elle n'est pas hasardeuse. Que si Dieu t'a mis sur ma voie, c'est peut-être parce que tu es la seule personne qui pourra me sauver. Aide-moi. Et là, par contre, quand on appelle une personne qui a du cœur, qui s'est donné, qui se remet en question, aide-moi, ben, il est né pour ça, lui. Donc, il court comme un petit lapin dans la cage, à toute vitesse, très heureux de rendre service et d'être le messie de celui qui va sauver cette pauvre petite fille qui est en réalité un pur monstre, avec des mimiques, avec de toute façon, j'ai jamais eu de chance dans ma vie, heureusement que maintenant toi tu es là, tu es ma raison de vivre, je t'aime. Elle va dire ce que l'homme a le plus besoin d'entendre. J'ai envie de toi, excusez-moi pour l'employer, c'est peut-être pas joli pour un rap de dire ça, mais elle le dit. Ça veut dire qu'elle va l'emmener dans tous ses fantasmes. Toi et moi, c'est Aladdin, quoi. Je veux dire, toi t'es Yasmina, t'as côté de monde, on est sur un tapis. Enfin, on a quitté ce monde pourri. Et moi, ce que je veux, c'est créer une famille équilibrée, remplie d'amour et de paix. Mais qui ne rêve pas de ça? Donc, tu t'attaches. Puis après, commence la torture. Stratégie mise en pratique. Plus je te fais monter haut, et donc plus la chute sera mortelle. Bon! Pourquoi les pervers narcissiques s'en sortent toujours et gagnent souvent tout? Alors, c'est une bonne question. Je le dis aussi dans mon livre. Non, je n'ai pas marqué cette phrase, mais je l'ai souvent enseignée. C'est vrai que les pervers narcissiques retombent toujours sur leurs pattes. La première, c'est que c'est pas qu'ils sont courageux, hein, mais ce sont des gens qui n'ont rien à perdre. Parce que dès qu'ils sont dévoilés, que leur faiblesse, c'est-à-dire leur vitrine est cassée,
on sait qui ils sont, on les a déterminés, ils n'ont pas de problème de changer de ville là où ils ne sont pas connus. Ils utilisent vraiment des... Ils n'ont rien à perdre. Donc comme ils n'ont rien à perdre, ils vont tout oser. Quand tu oses tout, ben, tu finis par toucher quelque chose où tu retombes sur tes pattes. La deuxième chose, c'est que ils se font tellement passer pour la victime, alors que ce sont des bourreaux, ben, qu'il y a toujours dans le public une personne qui répondra présent, parce que eux, par contre, ne lâchent pas. Ils ne lâchent jamais. Tu sais pourquoi, Lionel? Parce qu'ils ont que ça à faire. C'est-à-dire qu'un jour, moi, j'ai dit à un pervers narcissique, tu es toujours à la recherche de quelque chose. Donc il a compris que je l'avais décelé. Tu n'es pas fatigué? Il m'a répondu avec un sourire narquois, mais j'ai que ça à faire dans la vie. Bon, c'est pas sur lui que je me réfère. Hein. C'est parce que si le zombie ne mange pas de la viande, de la chair de l'autre, ben il va se manger sa viande. Il va s'automutiler. Donc il va se retrouver face à lui-même. Donc pour éviter cette rencontre avec son propre miroir, il va mettre quelqu'un en face de lui. Ce qui fait que le pervers narcissique, il a une vie minable. Hein. C'est quelqu'un qui s'interdit d'être heureux, c'est quelqu'un qui ne croit pas au bonheur, c'est quelqu'un qui ne croit pas à l'espoir, c'est quelqu'un qui ne croit pas en la teshuva, il ne croit en rien, il ne croit même pas en Dieu. Il faut savoir qu'un pervers narcissique avec un chapeau ou avec un kissouille sur la tête, c'est quelqu'un qui ne prie pas Dieu, c'est quelqu'un qui joue à un jeu très sympathique. Combien j'ai connu moi-même en 20 ans des personnes dites très religieuses et qui, le jour de leur divorce où ils ont été dévoilés, ont jeté le kissouille le lendemain ou le chapeau le lendemain, ils ne croient en rien du tout. Et bien entendu, vis-à-vis des autres, c'est ouais, mais je me remets en question sur ma vie, j'ai tout donné à Dieu, je suis trop déçu, j'ai encore divorcé, je l'aimais, je lui ai tout donné. Ils vont inverser les rôles, donc je jette tout. Ils n'ont pas de problème. Mais le pire, c'est quand ils sont religieux, par contre. Parce que quand tu as un rabbin pervers narcissique, et je vous affirme qu'il y en a aussi, ça peut arriver, eh bien, il faut voir combien, ou une femme religieuse, hein, nom de la Torah, combien ils se servent de la Torah pour détruire l'autre. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Avec les enfants, c'est ça le respect des parents, et hop. Ça ne veut pas dire que celui qui dit cette phrase est un pervers narcissique. On fasse attention, faut remettre les choses. Mais chez eux, c'est constant. Vous créez de la discorde. Ton frère range toujours ta chambre. Toi, tu ne sers à rien. Le détruire, faire des comparaisons. Quelqu'un normalement ou d'éduqué, ne fait pas ce genre d'erreur. Encore une fois, je le répète, un pervers narcissique remplit au moins entre 15, 20 à 25 points réunis. Si on tombe sur un père qui dit à son fils... enlève ta kippa, c'est comme ça que tu me parles, c'est mieux pour toi, ça veut pas dire que c'est un pervers narcissique, on se comprend bien. Mais lui, par contre, il remplit toutes les cases de pervers narcissique, de toutes les réflexions, de toutes les humiliations, de toutes les déstabilisations. Voilà. Moi, j'avais peur que cette émission, en fait, amène les gens à se dire « Ah, je suis avec un pervers narcissique et donc je divorce ». Parce que les gens, en fait, ils savent pas c'est quoi un vrai pervers narcissique. Et en fait, grâce à cette émission, ça va être l'inverse. Parce que vous vous dites que souvent, qu'il faut que tout soit absolument, qu'il ait les 15 ou 20. C'est-à-dire que on n'est pas à 90% le pervers narcissique. On est à 100% ou on l'est pas. Absolument. Et donc, en fin de compte, je pense que ça peut calmer beaucoup de gens en disant genre, ah, t'es pervers narcissique. Non, calme-toi. Calme-toi avant de dire. On peut être manipulateur, on peut être pervers narcissique. On peut être quelqu'un de mauvais, quelqu'un de pourri. Celui dont on parle, il faut être les trois. Voilà, exactement. Et les trois sont compris entre 20 points, 25 points. Si la personne remplirait éventuellement cette table-là, c'est-à-dire ce tableau-là, alors oui, là il s'agit d'un vrai pervers narcissique. Mais une personne, par exemple, qui ne parle pas à sa femme parce que c'est pas une personne qui aime dialoguer ou qui a un problème, il est dans une phase, dans une crise, il est en dépression, alors tu es un pervers narcissique. Non, faites attention à cela. Je le répète encore une fois en plein milieu d'émission, en fin d'émission, je ne sais pas où on en est, mais un pervers narcissique doit remplir beaucoup de cases pour être défini en tant que tel, et il est préférable de s'en référer à une personne, un thérapeute, un psychologue averti dans ce sujet-là, afin de définir si oui, il est ou pas. Parce que l'homme est toujours proche de lui-même, et on peut très facilement jeter chez l'autre ce terme-là. Et il faut savoir que de penser ou d'oser accuser une personne qui est notre conjoint ou conjointe de pervers narcissique, c'est du moti shemra. C'est extrêmement grave dans la Torah. De dire d'une personne que c'est un réel démon dans un corps d'homme, c'est une très grande responsabilité. Parce que moi, si par exemple, je verrais un mari de qui on dit tu es un pur pervers narcissique, la réponse c'est que tu fais avec moi dans ce cas-là. C'est fermer la porte à tous les espoirs de le dire. Il faut faire très attention. Il n'y a pas aussi, quand la poisselle peut moi, malheureusement, je vais te raconter une anecdote, excuse-moi, tu as coupé la parole, Lionel. Mais j'ai des gens qui m'appellent, tu le vois, c'est constant. Oui, tous les jours, toutes les 5 minutes. Même au restaurant, hier, on est parti déjeuner à je ne sais pas quelle heure. Non, c'était avec Inon. C'était avec Inon. Et le téléphone n'arrête pas et les gens ne comprennent pas que j'ai aussi besoin de manger des fois. J'ai besoin de. Enfin, peu importe. Quand je réponds pas, c'est que je suis occupé. C'est ça que ça veut dire. J'en profite pour le dire pour ceux qui écoutent l'émission.
il y a une chose qui est souvent dérangeante, c'est que les gens me disent voilà Rav, tout ce que je subis. Et je dis faites attention parce que monsieur ou madame, les points que vous venez de définir les uns après les autres correspondent à une personne qui serait proche du pervers narcissique. Je fais très attention, je fais très attention parce que de toute façon, moi je ne reçois pas ce qu'on me dit. J'ai pas entendu l'autre son de cloche. Parce que celui qui me parle peut être lui-même le pervers narcissique qui va définir ce qu'il est à travers l'autre. Et là où ça devient très dangereux, c'est que la personne dit, c'est déjà arrivé plusieurs fois, Laura Tutu a dit de toute façon, quand j'ai parlé, que tu étais un pervers narcissique. Je n'ai jamais dit ça de qui que ce soit et de personne. Mais par contre, si tu viens que tu me dis, écoute, c'est un mélange de blanc et de rouge, ben, je te dis c'est du rose. Mais je n'ai pas dit que c'était blanc ou que c'était rouge, c'est toi qui l'as dit. Donc voilà, c'est très problématique parce que de se heurter à des rencontres pour résoudre des shlom bayit, on met vraiment nos pieds dans la boue. Ou plutôt on rentre dans l'eau et on veut ressortir sec, c'est pas évident, parce que quelque part on va se heurter à des manifestations compliquées. Et encore une anecdote dans ce bureau qui a eu lieu. J'ai reçu une personne dans un shlom bayit et je lui dis regarde ce qui va se passer. Quand tu vas arriver à l'ascenseur, ici tu vas me dire je suis génial, tu vas arriver à l'ascenseur, tu vas commencer à dire il s'est trompé, j'ai pas eu le temps de parler. J'ai pas osé parler. Ensuite, quand tu vas arriver en bas, au rez-de-chaussée, tu vas commencer de toute façon pour qui se prend ce rab. Quand tu vas arriver dans la voiture, tu vas m'insulter. Quand tu vas arriver chez toi, tu vas me maudire. La femme est à côté. Attends, moi je dis pas ce que c'est, je dis rien. Je vais simplement expliquer comment elle allait réagir. Je te promets Lionel, le soir, son épouse m'envoie un WhatsApp. Écoutez Rav Tutu, tout ce que vous avez dit, c'est réalisé. Vous êtes prophète? Non, non. Non, je lui ai simplement dit, j'ai décelé qui il était. Je ne peux pas m'occuper de vous, je n'ai pas les compétences parce qu'il y a des chambées que je ne peux pas faire. Ce sont les cas de figure où le mariage n'avait pas lieu d'être. Ça veut dire, par exemple, un Cohen, un homme qui se serait marié avec une femme qui lui était interdite. Par exemple, il n'avait pas eu son guet, puis s'est marié avec elle. Il n'a pas dit qu'il a eu une relation avec, donc il s'est marié avec elle, sa femme lui est interdite. Puis ils en prennent le shlom-bayit. Dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de faire un shlom-bayit. Ok? Donc il y a eu tromperie ou autre. Je n'ai pas le droit de faire un shlom-bayit. Le deuxième cas, c'est quand il y a eu une pathologie. C'est pas un problème de shlom-bayit, c'est un problème de soin de toi et ça ira bien. Le troisième cas, c'est face à un pervers narcissique, il n'y a rien à arranger. Parce que pour arranger un shlom-bayit d'un pervers narcissique et d'une victime, il faut dire à la victime qu'elle se la ferme, qu'elle écoute au doigt et à l'œil, qu'elle subisse sans réagir. Ça, c'est le shlom-bayit possible entre les deux. Donc, je ne peux rien faire. Parce qu'il n'y a pas de misa de souffrir. Et ce n'est pas à moi en tant que rave, en tant que rabbin, de dire à la personne, madame, prenez sur vous. Je ne suis pas Dieu pour lui dire, continuez à morfler, à subir ou à recevoir. Hein, les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, je ne suis pas dans la possibilité de pouvoir les aider. Ok, Rav, on va passer à la question de Fanny, que j'ai trouvé très mignonne. Cher Rav, après avoir vu votre cours que vous avez fait sur les PN, j'ai trouvé beaucoup de points communs avec moi et je crois que j'en suis une. Comment faire? C'est très mignon comme question. Alors, rien que de poser la question démontre que ce n'est pas une PN, mais qu'elle peut être narcissique, qu'elle peut avoir un ego, par exemple, démesuré, qui fait partie des signes du pervers narcissique. Mais un pervers narcissique ne pourrait pas poser une telle question. Je me reconnais dans le pervers narcissique, démontre qu'il y a une remise en question sur déjà la question. Donc automatiquement, Fanny, vous n'êtes pas une pervers narcissique, je vous l'affirme. Par contre, peut-être que vous avez un travail des vertus à améliorer, peut-être plus d'humilité, plus de compassion, plus d'écoute vis-à-vis des autres, et ouvrir votre cœur. On peut être une personne avec aucun, on n'est pas capable d'aimer parce qu'on n'a jamais reçu d'amour. Ça ne veut pas dire qu'on est un pervers narcissique. On peut être quelqu'un qui pense un peu à nous parce qu'on estime que on n'a pas reçu par rapport à tout ce qu'on a fait aux autres. Encore une fois, faites attention à tout cela. Mais pour répondre à Fanny, non, c'est certain que si vous êtes capable de vous poser la question, si vous êtes une pervers narcissique et que vous êtes capable de me poser la question pour vous remettre en question, c'est déjà une preuve que vous n'en êtes pas une. Il y a une question qui est arrivée énormément de fois et moi j'étais très étonné qu'elle arrive autant de fois. C'est des gens qui disent que leurs parents sont pervers narcissiques. Et moi j'étais vachement étonné, quoi. Comment on peut dire ça de ses parents? Mais bon, apparemment c'est quelque chose un flow qui arrive. Comment échapper à ma mère, PN, qui m'a déjà tout pris dans la vie? Ok, c'est une question. Et en fait, mais le principal de la question, et ça qui est revenu, comment je fais Kivud Avaim? Est-ce que ne plus lui parler serait-il un manque de respect aux parents? Alors, le mot qui définit le plus la pathologie du manipulateur pervers narcissique, c'est un mot en français que tout le monde comprendra très vite. Toxique. C'est une personne qui est toxique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus respirer.
C'est-à-dire un pervers narcissique te fait tellement pleurer que des fois tu t'emballes dans ta respiration. À partir du moment où on a une relation qui est toxique, donc là la personne dit que sa maman serait manipulateur, manipulatrice, pervers narcissique dans le cas échéant, comment ça se passe vis-à-vis du respect des parents? Le Shulchan Aruch, donc nos lois juives, à nous les juifs, nous ordonne de respecter et d'honorer nos parents. Maintenant, il y a une marloquette entre les Rishonim et les Acharonim, je ne vais pas rentrer dans le sujet, ce que dit le Rambam, ce que dit le Roche par exemple, et autres, sur la relation qu'on doit avoir avec eux. La seule raison pour laquelle on pourrait manquer de respect à nos parents, c'est-à-dire ne manquer de respect, non, en aucun cas pratiquement, sauf le Messite. Mais le cas où vraiment on serait quitte du respect des parents, c'est si nos parents luttent contre la Torah et ou auraient changé de religion. C'est-à-dire qu'ils auraient laissé tomber la religion puisque tu laisses tomber le judaïsme, donc on n'a plus de te respecter puisque toi-même tu laisses tomber. Donc c'est dans les deux sens. Ça c'est la halakha. Mais si on a des parents qui sont toxiques, on a le devoir de les honorer et de les respecter selon la loi juive. Et ainsi donc, la fille n'est pas, ou le mari, n'est pas dispensé du respect des parents. Mais étant donné qu'ils sont toxiques, ce que nous propose le Talmud ainsi que la halakha, c'est de s'éloigner. On a le droit de s'éloigner. On a même un peu le droit de mentir ou d'arrondir les angles pour ne pas nous retrouver face à eux. Par exemple, le Rav Yitzhak Yosef, chez Badel Chaim Arukim, dans son livre, donc on quitte sur le Likut Yosef à propos des lois du Kibbutz Abahem, dit là-bas tout simplement que si on a justement des parents qui sont toxiques, qui sont, on sait que ça va exploser avec eux, on ne va pas les voir. C'est pas qu'on leur manque de respect, mais on va trouver des arguments où on va éviter de les voir dans des lieux qui seraient suspicieux d'être problématiques, parce que de toute façon, ils vont constamment te reprocher, te juger, te condamner. C'est du non-stop. Et quand on est une femme mariée, déjà avec 4 ou 5 enfants, un mari à supporter, une belle-mère à supporter, qu'on a sa propre mère qui nous étouffe, ça devient plus que toxique, ça devient invivable. On a le devoir de se protéger, on a le devoir, on a même une question qui a été très très intéressante, c'est qu'une personne extrêmement toxique, et de qui plus est, mettez, il n'y a pas une seule réunion, je te parle d'un cas qu'on a eu au Beth Midrash, il n'y a pas une réunion où cette personne-là n'en arrivait pas aux mains, aux insultes et aux malédictions. C'est-à-dire chaque fois qu'il était là, ça s'est tout le temps mal passé. Et la question qui avait été posée, c'est que l'enfant, le bar mitzvah était venu me voir au Beth Midrash avec des larmes, en me disant voilà c'est ma bar mitzvah, moi je veux surtout pas que mon père y vienne, ça va mal se passer. Pour chance, il y avait sa famille à côté, il y avait aussi des amis à côté qui fréquentent la famille et qui m'ont confirmé que la personne était problématique. J'ai appelé le Rav Mashiach qui est Posek et je lui ai dit voilà ce que je pense. J'ai dit ça au Rav Mashiach pour avoir une opinion, une autorité rabbinique plus importante que la mienne. Et nous deux, on lui a dit que dans ce cas-là, il était quitte de l'inviter. Dans ce cas-là, on est quitte d'inviter une personne où on sait que vraiment ça va être très problématique. Parce que on fait une mitzvah d'un côté, on ne va pas lui manquer de respect en lui disant écoute, tu viens, tu fous le balagan, t'es pas quelqu'un de bien. On n'a pas de respect. Mais les plus gênés sont vous, et dans ce cas-là, on s'en va. Mais ça ne nous donne pas le droit de la critiquer ou de manquer de respect. Donc c'est un petit peu entre le marteau et l'enclume. C'est très conflictuel. Il y a une question sur laquelle, bien sûr, trampoline sur lesquelles saute constamment le manipulateur pervers narcissique ou la personne qui est toxique dans sa relation, c'est la conscience de l'autre. Et il saute sur la conscience. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas, de toute façon, tu verras plus ta mère, je te dérangerai plus jamais. Juste n'oublie pas, je t'enverrai les photos que quand tu étais petite à l'hôpital, je t'ai gardé. Tu n'oublieras pas ceci. Donc il va utiliser quoi? Tu n'as pas de gratitude, tu n'es pas sûr. Alors que le problème n'est pas là. C'est-à-dire que la victime rêverait d'avoir une relation magnifique avec sa mère. Mais c'est elle qui l'empêche. Et elle joue avec la conscience en disant t'inquiète pas, tu m'as enterré vivant, de toute façon, je mourrai bientôt, je te dérangerai plus. Et c'est horrible. D'accord. C'est dur. C'est dur à gérer. Une question, c'est comment protéger nos enfants de ce genre de profil? Pareil, les éloigner, par contre, la piquoire n'est faite pour les enfants, parce que les grands-parents, par exemple, qui sont réellement toxiques ou manipulateurs pervers narcissiques, définis en tant que tels, sur tous les signes qu'on a expliqués plus ou moins, quoique je ne les ai pas finis, eh bien, il y a une mise à des éloignés, parce qu'ici, il y a piquoire n'est faite au niveau de la moralité des enfants. Un pervers narcissique ne croit pas en Dieu, il peut tout à fait donner même du taref à ses enfants, il peut tout à fait les monter contre les parents. D'ailleurs, tu le vois, il se mêle beaucoup de l'éducation avec beaucoup de critiques devant l'enfant sur les parents pour créer une zizanie et se faire passer pour étant le meilleur grand-père du monde ou viens manger une glace avec papy, tu n'auras compris tes parents. Vous êtes trop dur avec lui, le pauvre. D'abord, on ne fait jamais ce genre de choses, même quand on est normal. Mais en réalité, son but, c'est de mettre le pied dans sa poche. Faire attention à cela. D'accord. Vanessa pose la question, est-ce qu'il y a des choses en tant que maman pour éviter que nos enfants fassent des choses ne deviennent? Alors,
vu que maintenant on a beaucoup plus conscience de ce que c'est, qui commence à le devenir. C'est-à-dire que quand on voit que, si par exemple elle découvre que son mari, je ne sais pas si elle parle d'elle, hein, si elle découvre que son mari, il est manipulateur pervers narcissique, et qui veut il veut une proie parmi ses enfants. L'information d'un enfant qui devient, c'est-à-dire qui commence à prendre des signes du manipulateur pervers narcissique, l'arme numéro un, c'est le dialogue. Il faut surtout jamais perdre le dialogue avec cet enfant. C'est-à-dire montrer l'exemple de l'empathie, montrer l'exemple de l'amour, aller à l'extrême opposé. Et dans le dialogue, quand l'enfant va dire mais papa, il a dit que, mais j'y étais pas, c'est pas ce qui s'est passé. Regarde la photo. Faire réaliser à l'enfant qu'il est en train de se faire manipuler sans le lui dire. C'est très important de ne pas dire à une personne le titre du problème, mais de l'arriver à ce qu'il arrive, de par sa réflexion, à ce que lui il dise, alors papa il ment, pourquoi papa il fait le balagan? Qu'il soit mis en garde de sa propre réflexion. Parce que, au niveau aussi thérapeutique pour un enfant, n'oublions pas qu'il a besoin d'avoir des parents normaux pour lui. Il a besoin d'aimer son père, il a besoin d'aimer sa mère. Et c'est très compliqué de voyager sur de la boue sans éclabousser ceux qui sont autour. Donc comment faire réaliser à un enfant que sa mère est toxique ou que son père est toxique, qu'il est dangereux dans sa fréquentation, sans l'éclabousser? C'est très compliqué, ça demande beaucoup d'énergie. C'est pour cela que mon conseil d'emmener chez un thérapeute, d'expliquer avec des preuves flagrantes ce qui se passe à la maison, pour que la personne tierce professionnelle dans le dialogue amène l'enfant à réaliser ce qui se passe dans une confiance où il va se livrer d'effectivement de ce que lui dit son père ou sa mère, pour que Bémet, il évite de tomber dans le piège, ou que si il y aille, il ne devienne pas un manipulateur pervers narcissique, mais peut-être un manipulateur ou quelque chose de moins grave en tout cas. Mais parce que ça va rejoindre un petit peu comment gérer l'avenir des enfants après un divorce avec un père narcissique. Et donc en fait ça rejoint un petit peu, mais garder en fait le shalom avec cette personne-là. C'est sûr qu'il faut s'en éloigner, mais bon, mais des fois il y a la justice qui dit bah, tu dois aller chez ton papa une fois par semaine, tu dois aller chez ta maman une fois par semaine, etc. C'est horrible parce que tout ce qui va être fait à droite va être défait à gauche constamment. Ça veut dire que c'est un principe fondamental chez le manipulateur pervers narcissique. Ce que voudra son ex-victime, son ex-jouet, son ex-objet, ce que tu veux, je vais le détruire. Ça fait partie de son kiff, il sait très bien. D'abord, il va monter l'enfant complètement contre l'autre, il va inverser les rôles, il va se faire passer pour la victime. Tu sais, papa, le pauvre, il dit que si tu n'avais pas divorcé, il serait toujours resté avec toi, il regrette, enfin des trucs de fou. L'enfant, en fin de compte, il en veut à sa mère ou à son père, ça dépendra de qui est la victime et qui est le bourreau dans l'histoire. Mais c'est à vie, il faut savoir que c'est à vie et que le pervers narcissique, il n'arrêtera pas. S'il n'a pas réussi à avoir l'enfant quand il avait 12 ans, quand ils ont divorcé, il aura quand il aura 20 ans, quand il aura besoin d'argent pour ses affaires. Voilà, papa est là, je viens te chercher, je t'ai acheté une voiture, donc on va créer un lien. Tu vas faire Shabbat à la maison? Non, c'est quoi, laisse tomber, laisse pas ta mère seule, la pauvre. Tu sais, papa, il a vachement changé. Un pervers narcissique ne change pas, il utilise des stratégies, et l'enfant finit par y croire. Et en fin de compte, ce que veut l'enfant, c'est son équilibre. Mon père et ma mère sont de bonnes personnes. Vous m'avez fait croire des choses qui sont horribles, que j'aurais été moi, le fils d'un monstre. Donc l'enfant veut fuir cette idée. Et le pervers narcissique va lui donner toutes les armes de fuir cette idée. Donc il tombera dans le piège tôt ou tard. Et donc ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, à augmenter encore plus la discussion, qui se rapproche encore plus Mon conseil à moi personnellement de ce que je peux en retirer, trace, vis ta vie baba. Vis ta vie. Ça veut dire quoi vis ta vie? Sois toujours le même personnage, stable, sur ton horizon, sur ton origine. Reste la bonne personne que tu étais. Ne n'es jamais un manipulateur pervers narcissique te voler tes bonnes vertus. Sois toujours le bon personnage. Pas la peine de te carapasser parce que, ça, une chose, c'est que les victimes, Lionel, qui ont vécu pendant 10, 12, 15, 20 ans avec un pervers narcissique, même 3 ans, ça suffira. Quand ils réalisent, ils s'en veulent tellement d'avoir été idiots, d'avoir été victimes, d'avoir été aussi aveugles, d'avoir été aussi contrôlés, qu'ils vont passer à l'extrême et devenir eux-mêmes un reflet du pervers narcissique. Ça veut dire qu'ils vont avoir du mal à aimer, méfiant de tout le monde, plus confiance en personne. Ils vivent un peu dans une espèce de psychose. Ils sont atteints psychologiquement. Donc ils vont fermer les volets partout. Donc oui, il y a des conséquences, il y a des effets qui sont terribles. Mais les enfants, eux, par contre, ont un rêve. Un rêve que un jour leur famille sera réunie, même s'ils sont divorcés, qu'on se dira tous bonjour. Pourquoi moi je subis ça en tant qu'enfant? Donc ils vont amener les choses à des jugements et vont être très maladroits. Jusqu'à carrément choisir leur camp. Ce qu'aura voulu le pervers narcissique qui retombera sur ses pattes. Parce que le pervers narcissique va retrancher l'enfant dans une décision de t'es ou pour maman ou pour moi. Mais il lui a tellement donné des preuves falsifiées qu'il a changé, qu'il reconnaissait ses torts, que c'est dommage que c'est arrivé, que c'est une bonne personne, qu'en réalité l'autre était responsable,
que s'il n'avait pas poussé, il n'aurait pas fait ça, parce qu'il a des preuves. Maintenant, l'enfant, il a grandi, il a vu dans la maison ce qui s'est passé. Mais tout va se retourner contre la mère ou le père, qui, une fois de plus, va être jugé par l'enfant en disant, de toute façon, papa avait raison, ou maman avait raison, tu tiens tout le temps tout. Enfin, des choses qui sont absolument... ce serait trop long à expliquer les dialogues que je peux te définir sur tous les cas de sujet de ce que va répondre un père narcissique, ce que va dire l'enfant. Je le fais souvent dans mon bureau quand je reçois des téléphones des victimes de père narcissique. Je connais les scénarios par cœur, et à tel point que je coupe la parole à celui qui me parle et je lui dis voilà ce qu'il vous a répondu. Ah, c'est incroyable, comment vous le savez, comment vous le savez. Ben oui, qu'il soit chinois, juif, arabe ou japonais ou ce que tu veux, c'est les mêmes dialogues. C'est la même stratégie qui se répète in vitam aeternam. D'accord. Si on pense que le premier mariage est dit sans zivoug et que ce mariage a échoué car le conjoint était PN, est-ce dire qu'il n'y a pas de zivoug après cet échec? Non, c'est un tikkun, c'est pas l'âme sœur, c'est un tikkun, c'est une réparation. Quand on a épousé un pervers narcissique, automatiquement, on est en phase de réparation entre le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il y a une réparation à vivre parce que les souffrances sont tellement violentes, aussi bien sur le domaine verbal. Il faut savoir que le pervers narcissique n'a aucun problème dans la vulgarité, tout est ouvert, jusqu'à même porter atteinte physiquement à l'autre, hein, à le frapper sans problème. Et plus que ça encore, pousser à l'autre d'être frappé pour lui donner des raisons de le frapper. Ça manipule dans tous les sens, ça va dans tous les sens. Après, c'est chacun sa folie. Mais il n'y a pas de problème dans le domaine pour lui de pousser le bouchon là où nous-mêmes on n'avait plus de limite. D'accord. Une question. Sont-ils vraiment juifs? Comment on peut dire qu'ils sont juifs vraiment alors que l'on renseigne que l'âme du juif est pure? La carapace, tu sais, je vais te dire une chose. Un diamant qui est mis dans des milliers et des milliers de tissus, on n'est même plus au courant quand on appuie dessus qu'il y a quelque chose dedans. L'âme, en réalité, pour moi, c'est une très bonne question que je me pose depuis des années. Est-ce qu'il ne s'agirait pas ici d'un Erev Rav dans un corps de juif, comme le dit le Zohar, dans le Tikkuné HaZohar, à la fin des temps surtout, aujourd'hui on le voit de plus en plus, alors est-ce qu'il y a de plus en plus de pervers narcissiques ou est-ce qu'ils sont de plus en plus dévoilés qu'il y en avait avant? Je ne pourrais pas réellement répondre à cette question, quoique j'ai mes opinions là-dessus. Je pense qu'il y en a de plus en plus personnellement, parce que le système égocentrique dans lequel la société aujourd'hui évolue, chacun sa chambre, chacun son ordinateur, je fais ce que je veux, j'aime qui je veux, je vais où je veux, on est dans le je. On n'est plus dans le nous, on n'est plus dans le social, on n'est plus dans le je pense à l'autre. C'est je pense à toi si tu me sers. Donc il y a une évolution qui est très négative, à mon goût, dans le monde moderne dans lequel on vit aujourd'hui, où on nous éduque à ne pas tenir compte de l'autre, on nous éduque à ne pas permettre à l'autre de nous éduquer comme son professeur. Avant, on avait peur de nos profs parce qu'il avait le rôle du prof, de celui qui nous enseignait. Aujourd'hui, tu crèves les pneus de ton prof si tu n'as pas mis 20 sur 20. Donc on est dans un monde très renversé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour en venir à la question, est-ce que oui, il a une âme juive ou pas? Eh bien, la question est judicieuse parce qu'un juif se reconnaît par 3 critères. Ashrei HaGever. Gever, c'est Gimel, Bet, Resh. Gever. La Gemara nous dit, le Talmud nous dit qu'un juif, il est reconnaissable par rapport à ces 3 choses. Et les Gomel Chassadis fait du bien. Un juif, en général, fait du bien. C'est un bon peuple. Il est Baïchan, il a de la retenue. Il a honte. Et puis, il est Rahman, il a de la miséricorde. C'est les 3 points qu'on ne retrouve absolument pas chez le manipulateur pervers narcissique. Alors, comment il peut être juif? Et peut-être qu'il a une âme qui vient du Révra. Le Zohar HaKadosh nous apprend qu'à la fin des temps, surtout à la fin des temps, le Révra ne sera plus dans un corps de non-juifs adhérents au peuple d'Israël, mais il sera dans le corps d'un juif, de mère et de père juif, avec une âme qui vient du Guéhinam. Est-ce que c'est relié à ça ou pas? En tout cas, la halacha, la loi juive répondra, s'il est né d'une mère juive, peu importe qui il est juif. D'accord. Question de Nathalie aussi. Est-ce que les Teilim peuvent guérir ou améliorer l'âme d'un pervers narcissique? Si on s'en réfère à nos chachamim, rien ne tient devant une prière qui sort du cœur. On n'a rien à perdre à lire des psaumes toute la journée, faire des ségoulottes, et d'allumer des bougies pour les tzadikim, et de faire tout ce qu'on peut pour essayer d'améliorer. Dieu peut changer la situation à tout moment. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est qu'à la fin des temps, un des événements les plus attendus de la Géoula, et tu vas te choquer peut-être de ce que je vais te dire, mais la Torah elle-même, à un moment, on va mettre le doigt sur le pervers narcissique. Parce que, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon cœur et le cœur du pervers narcissique? Eh bien, le cœur qui est bon, c'est un cœur de chair. Et le cœur du pervers narcissique, c'est un cœur de pierre. Bizarrement, le mot pierre en français, c'est du mot prière, si tu inverses les lettres. Et comment briser ça? Il y a marqué qu'à la fin des temps, Dieu changera le cœur de pierre de l'humain en cœur de chair. Donc on a vraiment ici un signe de la rédemption, de la Géoula finale.
qui nous dit qu'en fin de compte, même les pervers narcissiques vont guérir, puisque Dieu va changer leur cœur de pierre en cœur de chair. Donc une chair qui bat, une chair qui est sensible, une chair qui a de l'empathie. Donc oui, on n'a rien à perdre à faire des Teilim, mais par contre, il faudra vraiment prier avec beaucoup de ferveur, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore vu de miracle dans ce domaine, et j'ai encore jamais constaté, vu ou rencontré un ancien pervers narcissique. J'ai rencontré beaucoup de gens qui se sont soignés de beaucoup de choses, grâce à la volonté. Mais de se soigner de cette pathologie, je peux te dire qu'elle peut durer peut-être une semaine de réflexion exceptionnellement. Je vais te raconter une anecdote que j'ai vécue qui m'a beaucoup choqué il y a beaucoup d'années de cela, où après avoir reçu un couple, j'ai réussi à atteindre l'âme juive de cette personne. Enfin, c'est un événement, c'est la première fois de ma vie que je raconte ça. Et je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Dans le cas échéant, c'était une femme. Et j'ai réussi à aller dans mon dialogue jusqu'au cœur, le petit diamant qui était complètement enfui derrière ces rochers qui carapaçaient la sensibilité qu'on pouvait y trouver. Et je vais te dire exactement la phrase qu'a dit cette femme en regardant droit dans les yeux son mari. Fuis-moi parce que je finirai par te tuer. Je te promets, c'est les mots qu'a dit cette personne. Le seul moment où elle arrivait à une réflexion, elle lui dit, fuis-moi parce que je vais te tuer. C'est-à-dire, je vais finir par... Elle lui a avoué un mot en plus qui a été très dur. Je n'ai aucun sentiment pour toi. C'est dur. Parce que quand tu es victime d'un pervers narcissique, ça veut dire quoi? Tu ne m'as jamais aimé. Ça veut dire que depuis le début, il n'y a même pas eu la première étincelle. Et ça a été la réflexion. Cette étincelle, elle est très dure à trouver. Peut-être qu'un jour, quelqu'un la trouvera, une femme au grand cœur réussira à percer cette clipa. Moi, je n'ai pas vu de résultat dans ce domaine. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je ne connais pas tout. D'accord. Et moi, je pense à la dernière question. C'est si une personne écoute cette émission et que jusqu'à aujourd'hui c'était un petit peu vague, c'était quoi un pervers narcissique, et qu'il a bien étudié l'émission et qu'il se rend compte que, grâce à vous, Rav, que son papa a été effectivement il a été sous l'emprise de son papa et que sa maman, elle a toujours dit papa est un pervers narcissique. C'est merveilleux ce que tu viens de dire, parce que ça voudrait dire que l'enfant irait voir sa mère et lui dire « Maman, grâce à une émission, j'ai compris tout ce que tu avais subi et que personne n'avait compris. » Et que moi, oui, je suis devenu... Toutes les armes sont à double tranchant. Avec un couteau, tu peux manger, avec un couteau, tu peux tuer. Celui qui voit cette émission comme une émission qui peut tuer, c'est dommage pour lui. Moi, je vois comme un couteau qui peut nous permettre de mieux manger demain. Donc ça se trouve, vous allez avoir des cas, des prochains cas, de personnes qui vont réaliser qu'elles ont été victimes, elles aussi, de pervers narcissiques, mais qui sont le devenus, parce que c'était leur papa. Elles étaient aussi sous l'emprise. On est en droit de savoir, on est en droit de savoir. Non, parce qu'il faut savoir qu'à 50% de toutes les thérapies qui nous ramènent un petit peu à retrouver notre esprit, c'est d'avoir des réponses. Qu'est-ce qu'on fait chez un thérapeute? On vient chercher des réponses. Et cette émission que j'ai accepté de faire et qui est très délicate, je le reconnais, nous mène à une réflexion. On a le droit de savoir ce qui se passe. C'est une maladie qui est réelle. C'est une pathologie qui a détruit des milliers de personnes à travers le monde. C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'ignorer, dont les amalgames peuvent être extrêmement vite faits, malheureusement sur le dos de plein de personnes qui n'ont rien à voir avec le MPN, manipulateur pervers narcissique, mais qui n'empêche pas pour autant que ça existe. Pas tout le monde meurt du cancer, mais beaucoup de gens meurent du cancer. Et c'est pas parce que je vais ignorer la maladie, dans une politique d'autruche, qu'elle n'existe pas. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est m'en soigner. Ce que je peux faire, c'est tout faire pour éviter de manger des choses qui peuvent m'amener à cela. Donc de manger sain, de me comporter de façon saine. Et si une personne aujourd'hui vient de réaliser, grâce à cette émission, qu'il a un parent qui était pervers narcissique, il vient de comprendre que si vraiment c'était le cas, vraiment le cas, encore une fois j'insiste, eh bien que c'est une personne qui était malade, qui leur en étant compris pourquoi il y a eu tellement de rendez-vous toxiques, de situations nauséabondes, qui menaient d'ailleurs à une ambiance quand un pervers narcissique rentre, en général, tu ressens une rastera dans l'atmosphère, parce que lui-même transmet cela dans son énergie. Il y a quelque chose de, allez, qu'est-ce qu'il va encore me dire? Qu'est-ce qu'il va encore faire? Rien n'est jamais bien, rien n'est jamais ceci, toujours en train de se plaindre, toujours en train d'accuser, jamais capable de se remettre en question. On ne va pas revenir sur les signes, mais c'est une généralité, et les gens ont le droit de savoir. Et moi, j'espère que les rabbinim, encore une fois, j'ai rien à leur apprendre, encore une fois, j'insiste
en tout cas, toute personne qui fait du Shalom Bayit voit cette émission, c'est hyper important. On parle de Pikuach Nefesh. Je vais dire une phrase que j'ai dit tout à l'heure et que je finirai par dire encore à voix haute, sans aucun problème de l'assumer. Il faut savoir que les victimes des pervers narcissiques vivent un holocauste spirituel. Et si les gens ne le comprennent pas, faites pas de Shalom Bayit, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous êtes en train d'arranger des choses qui vont dans la mauvaise direction. Il faut être au courant de tous les tenants et aboutissants avant de se lancer dans un Shalom Bayit et d'avoir toutes les données. Si tu ne connais pas la psychologie, tu n'as pas toutes les données. Donc, tu es en train de faire quoi avec ton livre? Tu es en train de faire quoi avec ta paix? Fais attention. Parce que si tu veux mener une paix à bien, ce n'est pas en déplaçant le problème que tu y arriveras, mais en descendant dans la racine du problème, afin, Bezrat Hashem, de redonner le sourire pour de belles années à tous les couples qui ont le droit de s'aimer et de se mériter. Mais je demande humblement pardon, à tous les thérapeutes, tous les psychologues, les psychiatres, ou les rabbinim, ou toute personne qui en ait tendance, ce question-réponse qu'on a fait sur ce sujet sensible du manipulateur pervers narcissique. Je demande vraiment pardon si je l'ai blessé ou vexé quelqu'un ou qui que ce soit. C'est pas le but. Je suis pas venu accuser quiconque ou parler de quiconque ou définir quiconque. Je suis venu simplement expliquer quelque chose qui fait partie de mes études parallèles dans la Torah. Encore une fois, je n'ai pas étudié Freud sur le sujet ou d'autres personnes comme Paul-Claude Racamier qui a donné ce nom-là. Je n'ai pas lu son livre, je sais que c'est lui qui a donné ce nom-là parce que je m'intéresse à ce que j'étudie aussi à travers d'autres livres, mais de façon très furtive. Donc, il est possible dans ce que j'ai dit que je me suis peut-être trompé sur certains détails ou que ce que j'ai dit est tout à fait discutable, chose que j'accepte parfaitement. Ce qui a été dit, c'est en mon nom et uniquement en mon nom, selon mes études. Et donc, si quelqu'un estime que c'est pas tout à fait juste ou pas tout à fait vrai, je le reçois. Mais en tout cas, mon but était de dévoiler, de relever avec toi aujourd'hui un challenge que je fais avec bon escient, c'est d'apporter des réponses à toutes ces victimes qui méritent d'être enfin entendues et d'arrêter de subir cette injustice sociale dans laquelle leur propre famille, en fin de compte, se retourne contre elles parce que l'autre a été encore plus malin que ce qu'elle aurait pu imaginer. Merci beaucoup, Rav.